Bonjour tout le monde, c'est Jérémy Mercier. Donc aujourd'hui, je vais recevoir deux personnes, Pierre Chaillot et Loris Elmaillan. Et ensemble, on va parler du sida et du sida tel que Loris, qui est PVVIH, c'est-à-dire personne vivant avec le VIH, l'a vécu, ce qu'elle en a compris et pourquoi cette histoire est si importante aujourd'hui, après qu'on ait à peu près passé la période qu'on a tous connue ensemble depuis 2020. Donc j'accueille tout de suite Loris et Pierre. Salut à tous les deux. Salut Bonjour. Jérémy. Alors, je suis très content d'être avec vous deux parce qu'on va prendre du recul par rapport à ce qu'on a vécu depuis 2020 et on revient aux années 80-90 avec toi, Loris, qui a vécu, qui a passé une grande partie de ta vie d'adulte en tant que PVVIH. C'est un mot que voilà, je connaissais même pas avant. J'étais habitué au terme séropositif. Et donc, toi, tu as vécu de l'intérieur cette histoire du sida. Tu as connu même, tu as rencontré les grands acteurs de la période sida comme le professeur Delfrécy, qui est également un des grands acteurs de tout l'épisode Covid. Et ton histoire est donc d'autant plus intéressante. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous raconter un peu ton parcours en quelques mots, ou en tout cas nous décrire qui tu es rapidement avant qu'on passe au sujet qui nous concerne aujourd'hui? Alors, rapidement, avant même moi-même d'être contaminée, enfin, en tout cas, d'être étiquetée, séropositive, parce que là, pour le coup, on utilise toujours ce terme, aux 2 souches, du HIV, j'avais mon cousin qui revenait des États-Unis et qui vivait chez nous et qui est décédé, en 1991 du sida. Alors, j'utilise les mots, hein, je vais pas voilà, c'est les mots qui sont usités depuis plus de 30 ans, donc après on discutera peut-être, Ouais, c'est à ça. ce Je fais sujet-là. un tout petit aparté, mais effectivement, tu as baigné dans cet univers, donc, et c'est aussi ce vocabulaire, il est utilisé de façon mainstream par tout le monde. Donc, moi, j'ai déjà fait des vidéos sur le sida de mon côté, j'ai expliqué ma vision, j'en refais encore d'autres, mais on va utiliser ces mots-là pour qu'on comprenne les choses, même si peut-être que tu entends, je te reprendrai parce que ta façon de dire les choses heurte ma façon de les comprendre, et c'est toute une discussion, un débat. Mais on va quand même utiliser ces mots pour qu'on soit à peu près, qu'on comprenne de quoi il s'agisse. Voilà. Oui, puis pour faire simple, hein. Aussi, oui, Mais mais parfois il faut être un peu, pas chiant, mais en tout cas un peu, oui, si, un peu chiant en fait, pour oui, reprendre oui. les mots et redire les choses d'une façon plus objective, parce que dès qu'on dit contaminé, ça veut dire que quelqu'un est venu ou qu'il s'est passé quelque chose, et enfin, et on donne de la valeur en fait. En fait, le choix des mots est très important, mais c'est un peu difficile de reprendre à chaque fois les mots pour dire les choses de façon non biaisée. Mais bon, voilà, Ouais. c'est un travail assez important. En tout cas, c'est pas pour défendre Pasteur, c'est juste parce que c'est les mots, Voilà, utilisés, voilà, donc pour l'instant, on va prendre ceux-là et puis on verra ensuite, si on les modifie ou pas. Et donc, exact. en 1991, mon cousin venait de décéder, j'ai rencontré quelqu'un qui était en phase terminale. Il avait plus du tout de système immunitaire, au niveau du bilan sanguin et malgré les précautions prises, je me suis retrouvée contaminée, par ces 2 souches. Il était l'un des 100 premiers dépistés en France, donc lui, il était étiqueté, séropositif depuis, 1983 Mhm. et il se trouve que le médecin qui nous a suivis, lui jusqu'à son décès et moi, jusqu'à ma survie, c'est le professeur Delfrécy. Donc dès le départ, enfin assez rapidement, j'ai été prise en charge par lui et même après sa retraite, il continuait à suivre, mon dossier et le dossier médical et les dossiers médicaux de mes enfants et à une époque, bon, bah, forcément à cette époque-là, on m'avait dit que j'allais mourir donc je faisais rien de spécial, j'avais arrêté les études. Après, comme j'ai su que j'allais vivre, j'ai repris les études pour intégrer l'industrie pharmaceutique, Mhm. pour 2 raisons. Une part parce que je pensais, pouvoir faire, avancer les choses et d'autre part parce que je voulais comprendre aussi médicalement, ce qu'on pouvait me raconter depuis des années, ce qui m'a permis effectivement de progresser. J'ai fait mes propres recherches parce que dans les associations, on nous donne, juste un aperçu des connaissances et plus j'ai fait mes propres recherches et plus je me suis aperçue que ce qu'on nous disait dans les associations de lutte contre le sida était, obsolète, on va Mhm. dire. Pas Mhm. enfin
Eux, ils étaient convaincus, mais en tout cas, moi, je savais que c'était obsolète. Mmh. Et donc j'ai passé le niveau, technique, de patient expert, mais je me suis heurtée à la politique. C'est-à-dire qu'eux voulaient que j'ai un certain discours, mais sachant, heu, par rapport aux découvertes que j'avais faites que c'était faux, je pouvais pas le tenir. Donc voilà, à ce moment-là, ça a bloqué. Ça n'empêche que je continue à dire ce que je sais, avec, mesure, puisque en 30 ans, j'ai eu à apprendre des choses, à les désapprendre, à apprendre Absolument. l'inverse. Voilà, Ouais. ça évolue, c'est vraiment la seule chose que j'ai appris en 30 ans, c'est qu'on sait rien finalement, ou pas OK, grand-chose. et n'empêche que félicitations parce que ça fait 30 ans que tu aurais dû mourir, en fait, et que ça se passe bien. Oui, Oh, oui, 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 parce mmh, que j'avais les 2 souches et résistantes au traitement. d'accord. Donc Bon, normalement, oui, j'aurais dû mourir, bah, déjà bravo d'être là ah, et en ouais, ouais, ce que je voudrais dire quand même pour les gens qui ont peur de mourir, eh bien, écoutez, si on vous dit que vous allez mourir, il y a qu'une seule chose à faire en attendant, c'est de vivre. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on risque à vivre en attendant de mourir? Et exactement. finalement, en tout cas en ce qui me concerne et pour certains autres, on s'en sort des fois. Mais en D'accord. tout cas, c'est sûr que si on s'enterre trop tôt, on est mort, Ah, c'est quoi ça. qu'il arrive. Ouais, ça devient autoprophétique et effectivement, on suit la sentence qui a été annoncée par le médecin. Alors, on est avec Pierre aussi, que tout le monde connaît, je pense, donc statisticien et qui a beaucoup travaillé sur les chiffres depuis 2020, en particulier les chiffres du coco et d'autres chiffres. Et là, on est ensemble sur ce sujet du sida. Et pourquoi, Pierre, tu as voulu qu'on discute ensemble de sida? Alors, j'ai voulu qu'on discute ensemble. Déjà, j'ai rencontré Loris Edmaillan à Saintes, du coup, l'année dernière. On avait commencé à discuter, à sympathiser. Et il se trouve que, bon, sur ma chaîne, moi, j'ai découvert, presque par hasard, mais en étudiant les chiffres du coco, qu'il n'y a absolument rien qui va lorsque l'on tente de les analyser et de les inscrire dans la théorie voilà, du virus qui s'est répandu dans la population et qui aurait fait des morts. Ça ne va pas du tout. Quand on met en place, quand on étudie les statistiques, quand on essaye de mettre en place, de comprendre le prétendu principe de propagation qui aurait fait les statistiques du coco, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui va. J'ai expliqué pourquoi sur la propagation géographique inexistante, etc. Donc, il y a beaucoup trop d'incohérences pour valider ça. Et alors qu'au début de la crise, moi, je suis parfaitement convaincu, et voilà, c'est ce que j'explique dans mon livre Covid-19, Voilà. et ce que révèlent les chiffres officiels. Et au début de la crise, moi, je suis parfaitement convaincu qu'il y a, voilà, il y a bien des virus qui circulent, qui rendent malades les gens. Et je compare, même dans les premières vidéos, vous pouvez les retrouver, le Covid-19 à la grippe hivernale, etc. C'était bien avant que je comprenne qu'il y a vraiment on va dire, une non-science, une incompréhension de ce qui est en train de se passer, où il y a un modèle épidémique avec voilà, des virus qui rendent malades les gens, qui est une théorie et que l'on calque partout. Et qu'on calque partout, même quand ça marche pas. Et donc, voilà, je me suis dit à dire, mais c'est pas possible. En tout cas, pour ce cas précis, ça ne marche pas. J'ai montré que pour les prétendues épidémies de grippe, on a le même problème de non-propagation épidémique avec des cases dans lesquelles on fout les gens en disant vous êtes grippés, machin truc. Ça va pas du tout. C'est vraiment des contre-exemples qui montrent que la théorie ne marche pas. Et ce qui est intéressant en science, c'est que normalement, voilà, quand on fait une observation, qu'on monte une théorie, derrière, on fait d'autres observations pour tenter de l'invalider. La science, ça avance quand on réussit à invalider une théorie. Et dans ces cas-là, on peut changer de théorie et trouver quelque chose de mieux. Et là, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on a vraiment des preuves que la théorie ne fonctionne pas, mais on la maintient artificiellement en disant il y a des bonnes excuses, il y a des super spreaders, bref, on trouve des excuses à maintenir la théorie. Et du coup, ça, c'est vraiment une démarche qui est parfaitement ascientifique, que je ne comprends pas. Et du coup, beaucoup de personnes m'ont donné des injonctions à me taire, dire que voilà, j'avais pas à critiquer cette théorie-là, que j'y connaissais rien. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que statistiquement, il y a des incohérences, et la seule chose dont on peut servir les statistiques, c'est pour démonter une théorie. Là, les statistiques disent ça marche pas, point. Donc, on est censé réfléchir à la théorie. Et beaucoup de gens sur ma chaîne m'ont dit oui, mais il y a quand même tout un tas de cas où ça marche, et notamment la partie VIH et SIDA. Et donc, je pense que c'est vraiment intéressant de recevoir Loris pour nous raconter son histoire, parce qu'il y a des similitudes entre les deux aspects, notamment le fait que dans les deux aspects, il y a des tests qui ont fait la définition de la maladie. Bien sûr. Puisque si on regarde le côté des symptômes, pour le Covid, il n'y a pas de symptômes, pour le coco, pardon, il n'y a pas de symptômes spécifiques. Voilà, toux, fièvre, maux de tête, diarrhée, nausée, qu'est-ce qu'on a, perte de goût, perte d'odorat, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, grande fatigue, infection pulmonaire, enfin n'importe quoi. Peut compter, même asymptomatique, ça compte. Donc c'est-à-dire sans bonne santé, ça compte. Et c'est la plupart des gens qui ont eu le coco n'ont rien eu.
Oui, d'ailleurs, on Ils voit ont mis un bien que test sur les positif. statistiques de test, voilà, la majorité des personnes qui ont un test positif sont en parfaite santé, hein, Ouais. et de l'autre côté, les gens qui ont des prétendus symptômes du Covid, la majorité ont des tests négatifs. Ça va pas du tout, en termes de statistiques. Et pour le VIH, c'est intéressant, la similitude, c'est en tout cas l'absence de symptômes prédéfinis qu'on réussirait à quantifier et qui se verraient. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui vont faire un test VIH, mais sur lequel, qui sera positif, mais sur lequel on ne détecte pas de symptômes, ou alors c'est des symptômes hyper génériques comme fièvre, voilà, fatigue intense, etc. Et donc, je veux vraiment qu'on discute des deux pour comprendre comment ça s'est mis en place, quels ont été les symptômes, qu'est-ce qui a poussé les gens à se faire tester, quels sont les tests, comment on les utilise, et puis remettre tout ça dans le contexte de l'époque historique, hein, avec les différentes dates, pour comprendre comment a démarré voilà, l'épidémie SIDA, comme elle a été appelée à partir notamment des années 80 en France, pour voir s'il y a des similitudes entre les deux, ou inversement, s'il y a des grandes différences, et que voilà, il y a des choses qui ne sont pas comparables entre les deux aspects. Donc, c'est aussi pour répondre donc à une demande que j'ai vraiment, et puis tant qu'à faire, autant demander à une personne qui a vécu toute cette crise-là, et on a la chance d'avoir avec nous Loris, qui va pouvoir retracer son histoire personnelle et qui a vécu tout auprès de tous les grands acteurs en plus de la période SIDA, qui se trouvent être les mêmes que ceux de la période Covid. C'est ça qui est hallucinant, Loris, quand mars 2020 est arrivé et que tu revois Delfrécy à la télé, qu'est-ce qui se passe en toi? Ouais, alors j'ai absolument pas pu adhérer, à sa frayeur, soudaine, parce qu'en plus, lui, pendant des années, m'a expliqué que, par rapport à tout un tas d'essais, de choses, enfin, ma vie, qui de toute façon était une prise de risque, que 1 2 de risque dans la vie, c'était juste la vie normale, quoi. Et il expliquait ça à ses patients, aux familles, en disant voilà, bah, par exemple, on n'avait pas le droit d'avoir des chats, mais si, mais attendez, vous n'allez pas les empêcher d'avoir des chats parce qu'il y a un risque de toxoplasmose, faut quand même laisser les gens vivre. Il m'a prêché ça dans les oreilles pendant des années et là, je le vois complètement paniquer pour un virus avec un taux de létalité annoncé, mais tellement bas que je me dis: «Mais Alors qu'il c'est pète un très plomb, quoi». intéressant parce que tu présentes Jean-François Delfrécy comme quelqu'un de plutôt entre guillemets rassuriste, hein, j'utilise les termes que les médias de propagande ont utilisés depuis 2020. Donc lui-même était rassuriste entre guillemets auprès de patients comme toi, PVVIH, hein, personnes vivant avec le VIH. Donc il disait non, ça va les chats, enfin faut pas être non plus trop. Et là, dès que Coco arrive, restez chez vous, mettez les muselières, Ouais. enfermez-vous et priez que vous surviviez à cette effroyable catastrophe. En gros, c'est ça. Donc là, il y a un grand écart par rapport à ce que tu as connu, toi. Ouais, il y a ça et le fait, qu'il savait que de diaboliser une maladie, c'était forcément au détriment des patients souffrant de toutes les autres maladies. Moi, je m'étais engueulée avec lui en 1995, mais vraiment, hein. Il était passé au JT de 20h en disant: «Ça y est, on a trouvé une solution au sida». Je lui dis: «Alors déjà, vous n'avez rien trouvé du tout, les gens meurent toujours, hein, ils vivent seulement avec, donc bon, je vois pas en quoi, les traitements, c'est hyper lourd, les personnes sont très, très malades quand elles prennent des traitements, c'est quasiment insupportable». Heu et puis en axant tout sur le HIV ou le sida, vous faites oublier aux gens toutes les autres MST et ST et il y en a au total 30. Donc il ciblait tout sur une alors qu'il y en avait 29 autres derrière et je lui dis: «Le risque, c'est que du coup, vous allez montrer un arbre pendant que la forêt, elle est en train de flamber» et derrière toutes les courbes des MST, IST sont passées, comme ça, la syphilis, les trucs comme ça, enfin c'est passé, elles sont montées en flèche et aujourd'hui encore, moi maintenant je suis plus célibataire, mais j'ai une période où j'étais célibataire. À chaque fois que je rencontrais quelqu'un, la seule chose c'est: «Est-ce que tu es HIV propre?» Voilà. HIV propre. Ouais, HIV propre. Voilà, Mmh. le terme, vraiment le truc, le gars il se prend une claque quoi. Mais, en plus c'est débile parce qu'on peut vivre normalement. Enfin, ça veut dire aussi que même quand tu fais une opération, quand j'ai été opérée la dernière fois, on m'a fait passer en dernier. Je me suis dit: «Mais alors ça veut dire qu'ils nettoient pas le bloc entre 2? Ça veut dire qu'il y a qu'un seul virus qui compte?» enfin, à chaque fois on diabolise qu'un seul truc et moi à chaque fois on me dit: «Ouais, vous faites des tests, mais par contre en face s'il y a une hépatite, un truc, on s'en fout quoi». Mmh. Bah, attends pourquoi moi je risquerais de choper plein de trucs sous prétexte que, je suis HIV sale quoi? Alors du coup, je veux bien que tu précises aussi pour les gens, parce que je pense que la plupart des gens ne savent pas, qu'est-ce que ça veut dire juridiquement
et sociétalement que être séropositif, donc PVVIH, comme toi. Parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais ça change beaucoup de choses. C'est quoi Ouais. les choses principales qui ont changé dans ta vie le jour où tu as eu ce diagnostic, on te dit maintenant tu es positive au VIH et voilà ce qui va changer. Alors dans les années 1990, il y a eu des lois de criminalisation des porteurs du HIV, surtout pour ceux qui n'avaient pas déclaré à leurs partenaires, que ce soit occasionnel, même professionnel pour les prostituées ou plus un partenaire qui durait plus longtemps, le fait qu'ils étaient séropositifs. Alors c'est super compliqué parce que quand on rencontre quelqu'un, moi ça m'est arrivé, je suis encore en procès actuellement, ça fait des années que j'arrête pas d'avoir des procès. Quand on rencontre quelqu'un à une soirée ou n'importe on n'est pas là avec un huissier de justice pour attester qu'à ce moment-là, on a dit au gars quel était son dossier médical. Déjà, on est obligé de l'annoncer tout de suite, sinon on est passible de 3 ans de prison, même si on a pris des précautions et même si l'autre n'a rien. Ah oui. Wow. Même si on fait tout bien et que l'autre n'a rien, de pas annoncer son dossier médical dès le début, on était passible de 3 ans de prison parce qu'il y a des lois qui sont repassées dans l'autre sens, mais qui n'ont Il faudrait pas presque fait le droit. avoir un tatouage sur le front PVVIH pour être Ah clean. bah jusqu'en 2015, c'était 3 ans de prison de ne Ouais. pas annoncer son dossier médical dès le premier rapport avec une personne, quel que soit le contexte. Il y a pas, voilà, on peut être bourré ce qu'on veut, je bois pas, mais bon, en tout cas, il y a aucune excuse, quoi. Après, ça passait à 6 ans si la personne avait pris un risque parce qu'il y avait soit pas eu de préservatif, soit eu une rupture de préservatif sans qu'elle soit contaminée. Et si il y avait eu contamination, ça passait à 15 ans de réclusion criminelle. Et le problème, c'est que quand une loi est ancrée, même si par la suite, comme en 2015 ce fut le cas, il y a justement eu des cas de jurisprudence qui ont inversé la loi, notamment au Canada. Donc ça fait jurisprudence dans les autres pays. Bah, ça s'est maintenu. Alors il y avait ça a beaucoup changé ma vie effectivement. Il y avait, quand tu te maries, de toute façon, on te demande tout un tas de tests, hein. Il y a quand tu veux avoir un enfant, tu peux pas avoir un enfant, enfin, tu ne pouvais pas à l'époque avoir un enfant, naturellement, et pour intégrer un centre d'aide médicale à la procréation, au tout début, c'était interdit pour les PVIH, donc c'était un peu, avec Delfrécy d'ailleurs, la première fois qu'il m'a dit que je pouvais tomber enceinte, ça a été une grosse magouille, à la limite du légal, quoi, voire complètement illégal puisque j'avais pas le droit à l'aide médicale à la procréation. D'accord, c'est-à-dire que tu as eu finalement droit à cette aide médicale à la procréation malgré une loi qui empêchait ça à ce moment-là, c'est ça? Ouais, malgré le fait qu'à cette époque-là, j'avais pas le droit de rentrer dans un centre d'aide médicale à la procréation, donc il m'a fait apprendre comment faire moi-même de l'aide médicale à la procréation par sa gynéco de service et par la complicité d'un gynéco qui me permettait d'avoir les injections nécessaires, les piqûres d'hormones pour favoriser l'aide médicale à la procréation. D'accord. Et l'autre chose, c'est aussi passer les frontières. C'est-à-dire qu'on est criminalisé, on était en tout cas, à partir des lois de 1990, criminalisé dans ces 161 pays. C'est toujours le cas dans 92 et à l'époque, c'est plus le cas a priori pour aller aux États-Unis, mais c'était au même niveau qu'être terroriste. C'est-à-dire, êtes-vous porteur du HIV, êtes-vous porteur d'une bombe, c'était pareil. Donc forcément, moi j'y suis allée, j'ai menti, mais je me serais fait choper, j'allais en prison, quoi. Ah ouais, waouh, ok. Ça, c'était en 1998. Ouais. Ah oui, donc oui. Donc, ouais. Il y a 92 pays dans lesquels ça perdure, ça. Ok, c'est des pays, quel genre de pays? Tu as une idée à peu J'ai près? pas la liste, D'accord. c'est sur le site OMS/ONU-SIDA. D'accord. Voilà, ils annoncent les chiffres comme ça, mais ils donnent pas le détail des pays. D'accord. Donc ça veut dire que si tu vas dans ces pays et tu es censé, tu ne peux pas aller dans ces pays parce que tu es PVVIH. Voilà, je peux pas passer la frontière sans mentir au moment de la Ok. passer et s'ils s'aperçoivent que j'ai menti, Là, c'est pas bien, tu quoi. risques la prison. Ok. Donc il y a ça qui a changé. Et au niveau médical, si tu as un souci médical quel qu'il soit, est-ce qu'il y a des contraintes supplémentaires liées à ton statut? Ouais, dès que j'ai un truc, là pour le coup, c'est, ils sortent un exemple, j'ai eu la grippe, il y a 3 semaines.
Bon, en plus, quand je suis malade d'un coup, donc mais comme je suis HIV, forcément, c'est le branle-bas de combat à chaque fois que j'arrive dans un service. Et le lundi, mon conjoint avait peur que j'aie fait un malaise, il a appelé les pompiers. Les pompiers sont venus, ils ont vu que j'étais debout, mais comme je suis PVIH, le SAMU voulait me renvoyer à l'hôpital. Je leur ai dit: «Non, mais écoutez, je vais pas, c'est bon, ça fait 32 ans que je suis HIV, on va pas m'envoyer à l'hôpital à chaque fois que j'éternue, quoi. Mmh. Calmez-vous, tout va Mmh. bien, ça va Mmh. ça va là, et c'est pas grave, si je tombe, je me relèverai, quoi». Mais ouais, pas Mmh. pour le coup, c'est le branle-bas de combat à chaque fois qu'un médecin entend HIV, il est en panique, quoi. Alors Ouais. que ça fait 20 ans qu'il ne devrait plus, quoi. Que ce Mmh. soit, les gens au niveau même la société, tu sais, à partir du moment où ça s'est su dans l'entreprise, dans laquelle j'ai travaillé, il y a eu des pressions ont commencé à augmenter et du coup, je suis au chômage depuis un mois, quoi. Ah oui, c'est parce que ça s'est su récemment dans ton entreprise et Ou Oui, 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 pour une d'accord. histoire de procès avec mon dernier compagnon, qui a porté plainte quand je l'ai quitté en prétendant que j'utilisais mon virus pour nuire volontairement à autrui. Ce qui est Ah oui, passible de 15 ans de réclusion criminelle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc forcément, je me d'accord. suis défendue et ça a fait un peu de remue-ménage, là où je travaillais et là où il habite. D'accord. Ah ouais, dis donc. OK, donc ça va vraiment, dans des sphères, enfin, ça sort du cadre purement intime pour, devenir quelque chose, qui peut dès que c'est su par l'entreprise, ça pose problème. Quand c'est su par la communauté, en gros, tu c'est ce qu'on disait en off, précédemment avec Pierre aussi, c'est que les gens qui sont PVVIH finalement sont les pestiférés de notre société actuelle. Ouais. C'est Alors c'est l'avantage, tu vois, dans un bus, si, je dois l'annoncer, je vais avoir une place, quoi. Ils vont aller se coller du côté des gens qui ont le Covid, tu vois? Enfin le coco. oui. À choisir, tu sais, le Mmh le choix, alors là, c'est là que tu mh. te dis: Mmh. «Finalement, c'est pas si grave», Mmh. parce que quand, ils me font: «Ouais, le coco et tout machin», je leur dis: «Moi, c'est le HIV». Fioum! Hop là, bon, bah, finalement, alors qu'en fait, ça fait des années qu'on sait que les séropositifs peuvent vivre normalement, qu'ils ne Mmh. contaminent pas. Mmh. Enfin, voilà, ça se sait, mais c'est toujours ancré, Mmh. furieusement. Et pour te donner une idée, je dépense, alors je gagnais 1 008, 2 000 net par mois. Là, je suis au chômage, mais je dépense, 10 à 15 000 € par an frais d'avocat, quoi, Ah depuis, longtemps. En tout ah cas, ces ouais. 5 dernières années, c'est la moyenne, quoi. Donc tu cherches des moyens de trouver de gagner des sous, de faire des choses, pour pas complètement, couler, quoi. Waouh. OK. OK et OK. Alors maintenant, peut-être qu'on peut Juste on une l'a dit. remarque, Mmh. Ouais. vu le pourrissage de la vie des personnes qui, sont étiquetées VIH, c'est assez normal que les gens en aient une peur extrême. Même sans avoir peur, du virus ou de la maladie en lui-même, ce dont les gens ont peur, c'est de l'ostracisation totale et donc en effet, la terreur, c'est la terreur d'être diagnostiqué et de vivre avec cette étiquette. Mmh. Donc et quelque part, ça c'est normal que ça fasse moins peur aux gens, de s'approcher de quelqu'un que l'on dit contagieux, diagnostiqué Covid, parce que bon, au pire, ils se feront, si jamais ils ont un test positif, bah, ils auront 15 jours de vacances, à la maison. Alors que voilà, la terreur, c'est bien la terreur de se faire, ostraciser, et vivre toute sa vie avec cette étiquette sur le front. Donc c'est une terreur qui me semble assez rationnelle. Mmh. C'est tellement vrai, je vais te dire, c'est tellement vrai que c'est vraiment dramatique. Il y a eu une étude, qui montrait qu'après 24 mois d'initiation d'un traitement pour lutter contre le HIV, il y avait plus que 31 des patients en France qui continuaient à prendre leur traitement de façon observante. C'est-à-dire, ils lâchaient prise, quoi. Donc moi, je suis allée dans les associations, à une époque en plus où j'avais personnellement du mal à supporter la pression, que je subissais, et je leur ai demandé, je leur ai dit: «Combien d'entre vous êtes prêts à jeter votre traitement pour plus jamais être étiqueté HIV?» Jeter son traitement, ça veut dire: «Tu es mort». Ils ont tous levé la main dans la seconde. C'est-à-dire Mmh. qu'à choisir entre ne plus porter la marque au fer rouge du diable, parce que vraiment c'est le diable, hem et mourir, eh ben, s'ils avaient le choix, ils lèveraient tous la main mais bon, ils le font pas parce que ça veut dire faire prendre des risques aux autres, enfin, c'est encore plus de problèmes, mais en tout cas, Pense-t-il. s'il y avait ce choix-là, 100 des gens ont levé la main pour dire: «Moi, je meurs», plutôt que de Mmh.
OK. Alors j'aimerais qu'on revienne maintenant sur ton histoire. Donc tu as d'abord ce contexte familial où tu as un cousin, qui décède en 91, hein, si je me souviens bien, c'est ça? Voilà, après plusieurs années donc de maladie. Alors à l'époque, ce cousin, à à à quel moment ce cousin, il est entre guillemets «contaminé» ou il a un test positif qui le transforme en PV-VIH et quel type de Oui, traitement il a pris et cetera? Quel était son état de santé? Est-ce que tu peux en raconter un peu plus avant qu'on ouais. passe Tu peux ensuite à dire ton histoire, toi? séropositif, hein, si Ouais, PVVIH, c'est un peu long, tu peux dire ouais, c'est et puis séropositif. c'est oui, c'est nouveau aussi, je suis pas sûr que beaucoup de gens connaissent ce terme. Ouais, Mmh mais mh. bon, après, des fois, ils sont un peu chatouilleux, les D'acc HIV sur, le terme. Alors bon, voilà, on d'accord, aura tout dit. On aura dit HIV+, séropositif et PVIH, tout le monde est content. OK. Hem Donc oui, alors si je me trompe pas parce que j'étais jeune quand il est arrivé, j'avais 16 ans quand il est arrivé en France. Lui, d'après ce qu'il m'a dit, il aurait été, contaminé en 85, lors d'une transfusion aux États-Unis. Il avait la double nationalité et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aux États-Unis, c'était quand même mal vu. Dès que ça a été, officialisé, son statut de personne, HIV, il a été, expulsé des États-Unis. Expulsé Donc carrément. Alors qu'il voilà. avait la nationalité américaine? Alors qu'il avait la double nationalité, ouais. Mmh, ouais. Mais donc du coup, il avait quand même la nationalité française. Donc il a été reconduit à la frontière, il est venu chez nous. Heu et puis, ça allait quand même très, très bien. J'ai plein de photos de lui où on voit pas, mais c'est vrai que les derniers mois, il a commencé vraiment à s'affaiblir et les dernières semaines, les dernières 6-4 semaines, je me souviens plus exactement, mais ces 4, 6 semaines, c'était vraiment très, très court. Là, ils ont commencé à lui donner de l'AZT, il s'est déformé dans tous les sens et il est mort. Mais il avait quand même commencé à décliner, bien avant, quoi. OK, donc avant de Heu, prendre l'AZT, il avait déjà commencé à bien ouais, ça faisait décliner. 6 mois qu'il déclinait, D'accord il et avait pendant froid en plein été, il d'accord, maigrissait, il était d'accord. OK et il avait reçu une transfusion pour quelle raison? Pour un problème médical ou un oui, parce traumatisme? qu'il avait il était agressé oui, il avait été agressé dans la rue et il avait fallu le transfuser, quoi. D'accord, il avait perdu du sang, on avait dû lui en remettre. Ouais. D'accord, OK, OK et donc il s'est retrouvé donc expulsé en France avec ce statut de séropositif ou bon, comme on veut et sans prendre de traitement, il a été malade au bout de quelques années, à un Mmh. point tel que ça a nécessité des traitements. À l'époque, c'est l'AZT qui était mis en avant. En fait, à l'époque, il balançait les traitements au dernier moment. En D'accord, fait, c'était même pas avec l'espoir de soigner les gens, c'était juste pour voir ce que ça allait faire. Enfin, moi, je le ressentais comme ça. Il le donnait oui. tellement tard, dans l'évolution de la pathologie, même pour mon conjoint qui est décédé en 93, heu, franchement, il a commencé à pourrir sur pied avant d'avoir des traitements, hein. D'accord, OK. C'est pour ça que, on en a discuté avec, j'en ai discuté souvent et ouais, l'idée que les traitements, pouvaient tuer. Alors, les traitements à ce moment-là étaient vraiment mal dosés, hein. Ça Mmh. déglinguait les gens, je suis d'accord. Mais j'ai vu plein de gens mourir avant même d'avoir des traitements, voire pas eu de traitement du tout. Mmh. Enfin, Mmh. on voit quelqu'un qui meurt enfin moi, ceux que j'ai vus mourir, ils puaient la mort, quoi. Ils étaient en train de pourrir sur pied. Ils maigrissaient, ils se vidaient de par tous leurs, orifices. Tu voyais bien que la personne allait mourir, il y avait pas ça faisait pas un pli, quoi. Mmh. OK. Alors donc tu as ce 1er événement qui est la mort de ton cousin. Ensuite, tu rencontres ton conjoint. À Ouais, l'époque, il est déjà séropositif ou bien il le devient ouais. après? Non, non, il est déjà en phase terminale, en plus. Il est déjà ah oui, c'est ça, quand tu rencontres, il est déjà en Ouais, phase terminale. OK. ouais. OK. Donc c'est-à-dire que quand tu le rencontres, il est déjà malade, bien malade? Ah oui, 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 c'était l'un des 100 premiers diagnostiqués en France. Je l'ai Ouais. rencontré en 91, ça faisait déjà, donc 8 ans et d'après son bilan sanguin, il avait alors à l'époque, on disait pas des CD4, on disait des T4. Il avait 10 T4 et il avait moins de 500 globules blancs. Donc il avait plus de système immunitaire, d'après le bilan, et Tu peux il dire ce que faisait c'est des la infections, norme hein. en face pour qu'on se rende compte? Tu as une Ouais. Alors idée? en dess il faut au moins 500 T4, pour que alors en dessous de 200, que ce soit T4 ou CD4, hein, finalement on change le nom, mais ça change pas le barème. En dessous de 200, on estime que le système immunitaire il fonctionne pas et au-dessus de 500, on revient à la normale. Entre 500 et 800, c'est à peu près la normale et moi on en parlera tout à l'heure, mais comme j'ai découvert que j'étais, ce qu'ils appellent un contrôleur, je suis à 1200. Je suis 150 au-dessus des normes.
Mhm. Ok, ok. Et donc ton conjoint séropositif, il est donc il a des T4 ou CD4 très bas à ce moment-là. Lui-même, est-ce qu'il faisait partie d'une population considérée à risque, donc des personnes qui ont reçu une transfusion, qui prennent de la drogue ou bien qui ont eu des rapports homosexuels? Ouais, il était héroïnomane quand je l'ai Héroïnomane. rencontré. Il a D'accord, arrêté de suite parce que c'était une condition, non négociable. Mais, d'accord. ouais, il prenait de l'héroïne et voilà quoi, enfin c'est tout, mais c'est pas mal quand même, hein, l'héroïne, Oui, ça oui. c'est Oui, 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 bien sûr. Ouais. Donc il et prenait de et l'héroïne d'ailleurs à ce moment-là, sérieusement. Delfrécy me disait: «Vous vous rendez pas compte, vous lui faites arrêter l'héroïne avec les souffrances physiques qu'il endure à cause de la maladie, vous devriez le laisser se droguer quoi». Je dis: «Non». Hmm. Vous voyez? C'est pas du tout le même Delfrécy qu'on connaît maintenant. Enfin Absolument. le Hmm. dé s'il passait sur un plateau en disant: «Laissez les gens qui souffrent prendre de l'héroïne», Hmm. Hmm. ça passerait mal quoi. Mhm, mhm. Ok. Mmh. En même temps, il a un côté plus humain dans ce que tu racontes finalement en privé, finalement. Bah, Ok. peut-être qu'il était plus jeune, même Ouais, si ça se peut-être aussi. voyait pas. Ouais. Ok. Alors, donc ton J'ai une conjoint, question, mais lui, du coup, pardon, vas-y. l'arrêt total de l'héroïne, du coup, ça a été remplacé par rien ou il y a des traitements de substitution? Non, Ah non, oui. il a rien pris, il a arrêté du jour au lendemain sans rien prendre, il a bien souffert Hmm. et ensuite il a appris à vivre avec, bah, ce monde, sans héroïne qu'il ne connaissait pas parce que je l'ai rencontré, il avait 29 ans, il avait commencé à se shooter, il avait 13 ans dans les cités, Ah. de région parisienne, c'est un peu précoce là-bas et ses T4 sont un tout petit peu remontés. Ils sont un tout petit peu Hmm. remontés et au lieu de on est enfin, quand je l'ai rencontré, son espérance de vie était estimée à 6 mois et finalement il a vécu 2 ans et demi, quoi. D'accord. Ok. Ok. Et du coup, enfin, en tout cas, le fait de prendre de l'héroïne à d'autres doses pendant longtemps, de toute façon, ça déglingue complètement le corps. Mhm. Et du coup, il est difficile d'exclure que de toute façon, rien qu'avec ce type de comportement, son espérance de vie était déjà pas très haute, même en arrêtant. Absolument. Hmm. Après j'ai dans le groupe, puisqu'il avait tout un groupe d'amis, héroïnomanes, Mhm. à ce moment-là, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, à ce moment-là, j'ai monté une entreprise. Je les ai tous emmenés avec moi, dans le sud de la France pour qu'ils se désintoxiquent et et il y en avait qui prenaient pas qui étaient pas, étiquetés séropositifs et qui ont très bien récupéré, quoi. Moi, je connais des héroïnomanes qui ont très bien récupéré, qui ont une vie tout à fait normale derrière et pourtant qui ont pas fait 10-15 ans d'injection, quoi. Hmm. Mhm. Mhm. C'est compliqué, hein, Ouais. mais Ouais. c'est clair qu'ajouter à autre chose, ça déglingue bien, quoi. C'est Mhm. Ok. Ok. Et donc toi, tu le rencontres à ce moment-là, tu n'es pas séropositive. Et tu vas faire un test à un moment qui va être positif. Pourquoi tu fais le test? Et est-ce que tu as des symptômes au moment où tu fais le test? alors déjà déjà j'ai eu peur quand même quand je l'ai rencontré. Je venais de perdre mon cousin, Mmh. du sida. Je savais exactement, à quoi m'attendre. Donc même si lui n'avait jamais pris de préservatif avec aucune compagne avant, je lui ai dit: «Non, moi c'est le préservatif, hein. C'est non négociable, hein». Hem c'était le jour de mes 20 ans. Je commence à avoir un petit c'était, donc fin août, le 30 août, je commence à avoir un petit bouton. Je me dis: «Tiens», j'ai cru que c'était un bouton de moustique, mais le truc s'est amplifié, amplifié, amplifié. Lui aussi, il avait eu un petit bouton, mais voilà, pas même pas, enfin dans une zone un peu basse du ventre, mais et finalement ça s'est transformé en herpès que j'ai essayé de soigner, avec, de l'alcool à 90 ou des trucs, en douce. Enfin, comme quand on a 20 ans et qu'on sait pas ce qu'on fait, quoi. Bon, ça fait mal, hein, je vous le conseille pas et heu et puis le 18, octobre, j'avais plus de 42 fièvre, je pouvais plus m'asseoir, je pouvais plus enfin, j'avais trop mal. Je suis allée aux urgences de Longjumeau et hem et là, assez rapidement, je suis devenue jaune citron. Alors c'est pas eux, hein, je suis devenue jaune citron, toute seule. Ça m'a fait bizarre d'ailleurs quand je me suis vue et donc bah, ils m'ont dit que j'avais une hépatite. Ils savaient que mon conjoint était, sidéré en phase terminale et donc ils m'ont fait un test. Ils m'ont fait des prélèvements aussi sur, les plaies d'herpès et puis ils m'ont dit: «Bah, finalement, à ce moment-là, heu, on n'est pas sûr que le virus passe dans le sang. Vous avez été en contact, mais vous êtes en phase de séroconversion, donc peut-être que ça va passer, peut-être que ça va pas passer». Donc ils ont refait un test le 5 novembre et là, ils m'ont dit que j'avais les 2 souches alors que mon conjoint avait qu'une seule souche.
Il avait le HIV-1 et moi j'avais HIV-1, HIV-2. Mais c'est important pour la suite de D'accord. Alors, savoir 2 ça. secondes. Donc, ils ont fait un premier test qui n'était pas positif. Qui était Ils ont en fait pas clair. à l'extérieur, sur les prélèvements qu'ils avaient faits sur les plaies, il y avait le virus, mais il n'était pas encore, passé, complètement dans le sang. Donc, à ce moment-là, même quelqu'un qui est en contact avec le virus peut avoir un système immunitaire qui le rejette. D'accord, c'est ça la C'est théorie. pas D'accord. c'est pas en fait, c'est pas parce qu'on est en contact avec un virus qu'on va être positif. C'est vraiment pas comme ça que ça se passe, quoi. Il faut, le contact avec le virus, mais il faut aussi que le système immunitaire, heu, soit fasse son travail, soit ne le fasse pas suffisamment. Donc, c'est pour ça que moi je suis pas, ni d'un côté ni de l'autre. Je suis pas pro Pasteur, je suis pas pro, Bécamp. Deschamps. C'est ça? Béchamp, pardon. Mmh. Béchamp parce que, il y a pas enfin pour moi c'est pas tout l'un ou tout l'autre. Finalement de ce que j'ai vu, alors ça se limite à mon expérience, mais de ce que j'ai vu, hem il faut certes un agent pathogène, on peut l'appeler virus, bactérie ou ce qu'on veut, mais il faut aussi un système immunitaire derrière, soit qui fonctionne bien, soit qui dysfonctionne, mais il faut les 2 quoi. Il faut le terrain et l'agent pathogène. Alors juste, est-ce qu'on peut revenir sur le principe du test? Mmh. Parce que bon, un test, ça a même une signification statistique extrêmement précise sur laquelle on doit pouvoir faire, des mesures pour, l'évaluer. Et du coup, là, sur les différentes personnes dont tu as parlé, donc il y a ton cousin, il y a ton conjoint de l'époque, il y a toi, il y a ce qu'on appelle des suspicions initiales, et puis ensuite on lance un test. Le test, si je ne dis pas de bêtises, je sors mes vieux souvenirs de lycée, hein, qui est juste le socle de connaissances que je crois avoir sur le sujet. C'est ce qu'on appelle le test ELISA. Donc, c'est-à-dire, c'est un test sanguin, c'est-à-dire qu'on fait un prélèvement sanguin et on va faire une batterie de tests. Et si un certain nombre de ces tests sont positifs, on va déclarer que la personne est porteuse du VIH. Ce nombre de petits tests positifs, d'ailleurs, il dépend, il me semble, hein, du pays dans lequel on se trouve. Absolument. Ce qui fait que selon les endroits et selon les époques, on peut être diagnostiqué ou étiqueté VIH à certains moments et à certains endroits et ne pas l'être à d'autres. Absolument. Du coup, est-ce que tu as une connaissance spécifique sur la manière de tester? Est-ce que ça a évolué? Et en plus pour en avoir fait un test VIH, notamment, c'était obligatoire, je crois, ou fortement conseillé au moment de mon mariage. Mmh. On ne fait pas qu'un test sanguin. On subit toute une série de questions où on nous demande des questions de comportement. Avez-vous une transfusion? Avez-vous eu des rapports sexuels non protégés de manière régulière? Avez-vous pris de la drogue? Avez-vous partagé des seringues, etc. On remplit tout un questionnaire. Questionnaire qui est vraiment qui pose vraiment question d'un point de vue, je veux dire, mathématique et statistique. Parce que s'il y avait un test fiable sur le sujet, c'est pas normal d'avoir ces questions-là. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir le test qui fait foi. Le fait qu'on mixe un test, c'est-à-dire un prélèvement sanguin qui va des résultats avec des questions, ça biaise le résultat scientifique. C'est-à-dire que le résultat qu'on va nous donner, il ne dépend pas d'une seule variable, d'ailleurs qui change selon les endroits et les pays, qui serait un résultat sanguin, mais il est mixé avec de l'interprétation suite à d'autres questions. C'est-à-dire qu'avec le même résultat sanguin, selon les comportements qu'on a eus, on va pouvoir dire que la personne est VIH ou pas, ou selon les comportements, mais en rajoutant les numéros de séropositivité, on va dire que la personne est VIH ou pas. Et donc, moi, ça me pose vraiment des questions sur la fiabilité de ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, est-ce que juste on pourrait revenir sur ce test et sur la manière dont les différentes personnes ont été diagnostiquées, les tests qu'ils ont faits, etc. Ouais, je suis en train de regarder parce qu'effectivement, comme tu le disais, il y a eu, différents tests et avec des spécificités, plus ou moins alors je cherche parce que je sais que je l'ai dans une des présentations. Alors, Donc en termes de vocabulaire, donc un test, c'est jamais considéré comme étant 100% fiable, donc que ce soit statistiquement, voilà, ou autre. Et en théorie, un test, on va mesurer 2 choses pour mesurer sa fiabilité. Je vais prendre un exemple que tout le monde connaît, c'est le test de grossesse. Bon, voilà, test de grossesse, une femme fait pipi sur un test pour savoir si elle est enceinte. La réalité, c'est pas le test. Le test d'ailleurs qui va détecter un taux d'hormones, je crois, machin. Limite, le taux d'hormones, on n'a rien à secouer. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si la femme est enceinte ou pas. Bon.
Donc, pour connaître la fiabilité d'un test de grossesse, on va le comparer à ce qu'on appelle son gold standard, son étalon or, qui est la femme enceinte. La femme enceinte, c'est la réalité et c'est ça qu'on veut mesurer. Donc, ce qu'on fait, par exemple, c'est qu'on prend voilà, des centaines de femmes enceintes, on leur fait faire pipi sur un test de grossesse et on vérifie que le test de grossesse va bien dire oui. Tout test de grossesse qui dit non, ça s'appelle un faux négatif. Et donc, quand on va compter le nombre de faux négatifs et on va diviser par le nombre de femmes enceintes, ça va nous permettre de détecter ce qu'on appelle la sensibilité du test, son caractère à être sensible à détecter ce qu'on veut. Inversement, on va prendre des centaines d'hommes, de femmes pas enceintes, ce qu'on veut, on les va faire pipi sur un test de grossesse. Tout test qui va dire oui, ça s'appelle un faux positif. Le faux positif, on les compte, on divise par le nombre de personnes et ça va donner ce qu'on appelle la spécificité du test. Ces deux indicateurs-là sont inhérents au test. Et quand on a un test, on essaye de l'améliorer en théorie en référence à son gold standard, de façon à maximiser sa sensibilité et à diminuer sa spécificité. Mais souvent, on ne peut pas faire les deux et on doit choisir. Ce qui pose des questions d'un point de vue juridique d'ailleurs, c'est-à-dire qu'une personne qui va sortir avec n'importe quoi mais un test positif, il y a toujours une probabilité non nulle que cette personne n'ait rigoureusement rien, c'est-à-dire avec un test positif de grossesse sans être enceinte. Si on s'amuse à faire à l'aveugle des tests de grossesse sur 5 millions de petits garçons européens qui ont 9 ans et qu'on trouve des tests positifs, on ne va pas le déclarer enceinte. C'est stupide. Et de l'autre manière, si on fait des tests sur des millions de femmes enceintes, on va trouver des tests négatifs et on ne va pas leur interdire l'accès à la maternité. C'est débile. Donc, même d'un point de vue juridique, il paraît quand même assez spécieux de baser des raisonnements et des lois sur la base de tests qui ont une spécificité et une sensibilité. C'est complètement inique. Donc, alors, voilà. J'ai les chiffres, j'ai retrouvé des chiffres, si ça vous intéresse, de ce qu'ils estimaient être la spécificité et la sensibilité à différentes étapes. Donc, au départ, les tests d'antigènes détectent la présence de l'antigène P24. Donc, en fait, c'est pour détecter la petite protéine qui va être sur le virus, qui va être la clé pour entrer. Et donc, les tests d'antigènes étaient estimés à 100% spécifiques, donc pas de faux positifs, mais avec une non, pas de faux négatifs, mais avec une sensibilité basse. Attends, je me trompe ou je me trompe pas? À chaque fois, j'ai peur. Il faut que je retourne au slide d'avant. Spécificité, ça veut dire que à chaque fois que le test dit oui, c'est qu'il ne se trompe pas. Voilà, c'est-à-dire que, mais alors j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on a cette estimation, puisque étant donné que a priori le SIDA, comme d'autres maladies, comme l'histoire du coco, on n'a pas de gold standard clinique, sauf si tu me détrompes, mais c'est-à-dire que les symptômes d'une personne sur laquelle on va essayer de chercher si elle a le VIH, ce sont des symptômes qui sont parfaitement banaux, ou plutôt des fois ils sont graves, mais je veux dire qu'ils sont répandus. Et donc, a priori, ils ne nous poussent pas des antennes vertes quand on a le VIH, quoi. Donc, on n'a pas de manière, on va dire, à moins de se lancer dans une batterie de tests, de savoir ce qu'on a. Et du coup, le fait de dire spécificité à 100%, ça donne l'impression d'un raisonnement circulaire. C'est-à-dire que… C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va dire, du moment que tu es diagnostiqué positif, c'est que tu as le VIH, donc on ne peut pas revenir en arrière parce qu'on n'a pas le gold standard, et donc on va dire que c'est 100%. C'est une vraie question. Hein. Ouais. Bah, en tout cas, c'était, voilà, je te dis comment ils l'annonçaient. Ils annonçaient une spécificité à 100% et une sensibilité à 89%, donc ce qui signifie effectivement qu'il n'y aurait pas de faux positifs, mais quelques faux négatifs. Et donc, il disait que c'était lié au fait que l'antigène P24 est détectable seulement pendant peu de temps. Alors, par contre, il disait que c'était 100% fiable, mais pendant très peu de temps, au moment de la primo-infection, en fait. Puisqu'ensuite, il y a les anticorps qui se mettent en place, donc forcément, ça n'était plus valable. Et donc, ils ont créé depuis des tests de 4e génération qui combinent plusieurs technologies pour identifier les P24 et les anticorps HIV. Et cette combinaison qui est connue sous le mot HIV combo essai, alors essai c'est A2SAY, ils estiment qu'il y a une sensibilité de 73% pour une spécificité de 99,8%. Voilà. C'est juste leurs estimations. Moi, je n'ai pas de jugement de valeur là-dessus. Je vous donnais les chiffres puisque je les avais. C'est compliqué à avoir du côté du patient, c'est-à-dire que
le patient n'est pas éduqué pour pouvoir critiquer ça. Il reçoit la sentence et c'est tout. Après, il se démerde avec ça, en gros. Hein. C'est comme quand Alors, tu en annonces plus, à quelqu'un qu'il a un cancer. Hein. oui. Ça peut être quelques Alors, cellules, ça fait peur, quoi. Tu vois, ouais. ça fait peur. Les mots sont choisis pour ça. Hein. C'est extrêmement important parce qu'avec une spécificité de 100% ou de proche de 100%, une sensibilité moindre, qu'est-ce que ça veut dire si on fait 2 tests? Eh bien, imaginez que vous vous retrouvez avec un test positif et un test négatif. Et bien, du coup, dans l'interprétation, on va dire le test positif, puisqu'il a une spécificité de 100%, c'est forcément que vous l'avez. Et le test négatif, on va dire, bah oui, mais la sensibilité elle est plus basse, donc ça veut dire que c'est le test qui se trompe. Et donc, le fait de donner ces chiffres-là, en termes d'interprétation derrière, ça veut dire qu'une fois que vous êtes étiqueté, c'est définitif. Même si vous sortez ensuite avec... D'ailleurs, c'est une vraie question. Ouais. Est-ce que tu connais des exemples de gens qui ont eu des tests positifs amants, c'est-à-dire qui ont été déclarés séropositifs et VIH, et qui ont refait des tests derrière, en réussissant à le faire de manière anonyme, et un test qui serait sorti négatif? Alors, il y a les patients de Londres, Berlin et le dernier, je ne sais plus quel pays c'est des patients qui avaient eu des transfusions pas des transfusions, des greffes de moelle osseuse. Donc, on leur avait complètement supprimé le système immunitaire parce qu'ils avaient donc une leucémie et ensuite on avait fait ces greffes de moelle osseuse et comme ces patients avaient reçu d'une population, il y a des populations en fait qui sont naturellement résistantes au HIV, qui n'ont pas la serrure qui va avec la clé, donc du coup le virus il peut pas rentrer dedans, quoi. Bon bref, en tout cas, c'est comme ça que ça a été expliqué. Ces patients sont redevenus négatifs après avoir eu ces greffes de moelle osseuse. Alors, on a annoncé ça comme un super succès quand il y a eu le premier, mais ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y en a un qui n'est pas mort pour 19 qui sont morts. Bon, voilà. C'est un succès en demi-teinte quand même. Hein. Voilà, c'est ça. Bon, après, ils étaient en leucémie plus, voilà, c'était le tout pour le tout. Mais bon, c'est ça, c'est qu'à chaque fois qu'on parle d'un succès en médecine, on ne parle pas des échecs qu'il y a à côté et je pense qu'on va pouvoir en parler parce que je vous ai envoyé un essai auquel j'ai participé avec Delfrécy. Bon, voilà, qui n'a pas été trop catastrophique en ce qui me concerne, j'ai réussi à survivre, mais c'était pas, ça faisait un peu peur quand même. Et après, tu as les bébés alors qui naissent de mères séropositives qui ont forcément des tests positifs parce qu'on regarde leurs anticorps. Donc, au niveau des anticorps, ils sont positifs. Mais comme ils éliminent les anticorps de leur mère, ensuite, ils deviennent négatifs. Et à ce moment-là, alors c'est d'ailleurs une question qu'on pourrait se poser, pourquoi ils ne recherchent pas les antigènes plutôt que les anticorps? Si vraiment, puisque pour les autres, on recherche d'abord les antigènes et ensuite les anticorps. Bon, là, chez les bébés, on cherche. Donc, ils redeviennent négatifs après 3 mois de vie, une fois qu'ils ont éliminé le système immunitaire de leur mère. Et puis, tu as des contrôleurs. Et ça, c'est une notion que j'ai complètement découvert fortuitement. En fait, j'ai écrit un bouquin romancé où j'imaginais quelqu'un qui avait eu tous les virus, toutes les bactéries, enfin tout ce qu'il y a de pire sur Terre devenait le traitement ultime parce que justement avait survécu avec. Mais en bref, j'ai romancé un truc et j'ai imaginé ce super humain qui pourrait vaincre n'importe quel virus ou bactérie. Mais c'est qu'en cherchant des informations pour que la fin soit un peu crédible, parce que le début c'était quand même mon histoire, mais la fin je voulais qu'elle soit crédible, je suis tombée sur des documents de l'OMS et de l'ONU-SIDA qui à l'époque étaient classés secrets. Ils mettaient si vous divulguez, vous serez poursuivi, enfin bon bref, sur toutes les pages, et qui parlaient de ces contrôleurs, donc de personnes qui ont soit de façon innée, soit à force d'être en contact avec le virus HIV2, principalement, un peu HIV1, mais surtout HIV2, un système immunitaire qui devient de plus en plus puissant. Et donc, j'ai comparé et j'ai vu que mon système immunitaire ressemblait à ça. Et quand je suis allée voir l'infectiologue, il m'a dit: «Oui, ça fait 10 ans que je le sais». Ah, je dis: «Super». Et donc, il y a des personnes comme ça qui vont finir par contrôler tellement les virus qu'elles vont redevenir négatives. Alors moi, j'ai pas fait de test. J'ai fait des tests sur d'autres virus comme, je sais plus, hépatite, par exemple. Je suis négative aux hépatites alors que j'ai été positive à une époque. Je suis négative à la mononucléose, non, c'était la toxoplasmose. La toxoplasmose qu'on teste pour les femmes, alors que j'étais positive à une époque. Tout ce que j'ai eu avant, la coqueluche, enfin tout ce que j'ai eu avant jeune, même les vaccins qu'on m'a fait, je suis redevenue négative à tout. Même il y a plus de traces vaccinales, il y a plus rien, quoi. Donc oui, on peut redevenir négatif. Et pourquoi tu n'as pas refait de test VIH? Tu ne peux pas légalement ou quoi?
Bah, en fait, j'ai pas envie d'aller les voir, quoi. C'est juste, c'est juste que je peux plus les voir en peinture. C'est vraiment de la flemme, quoi. D'accord, OK, je comprends. OK. Mais ça serait intéressant, mais en tout cas, ce qui a été dit sur les tests est très, très important et moi, il y a ce livre que je recommande, vraiment beaucoup, «Les 10 plus gros mensonges sur le sida», écrit par, Étienne de Harven et Jean-Claude Rousset et donc là, pour le coup, ils disent qu'il y a à peu près 70 conditions médicales connues qui sont susceptibles de conférer la séropositivité, donc de créer un test positif et ils disent que même quand on regarde les notices jointes aux tests du type ELISA, les firmes pharmaceutiques indiquent clairement que la positivité n'est pas en soi un élément permettant de diagnostiquer le sida. Tu vois, donc le discours n'est pas le même du tout que ce qui est dit par les feuilles que tu as pu recevoir. Bah, C'est assez intéressant. ouais, mais c'est parce qu'on fait cet amalgame entre positif et mort. En fait, non, Bien positif, ça sûr. ne veut pas dire qu'on va mourir. Non, C'est oui, oui, on peut bien ê sûr. on peut être HIV, enfin, je veux dire, avoir un test HIV positif et pas Mmh. développer le sida. Mmh. Comme il y a Mmh. des gens qui vont développer un sida, un syndrome d'immunodéficience acquise, mais suite à un autre accident tel que la vaccination répétée qui fait anti-coco, qui épuise le système immunitaire comme, par exemple, le professeur Sabatier l'avait expliqué ou Anis Pauquet qui avait expliqué à quel point ça épuisait le système immunitaire. Hem, C'est-à-dire qu'on fait vite des amalgames comme ça et là-dessus, je pense que peut-être on va se rejoindre. OK. D'ailleurs, du coup, sur la différence entre les 2, c'est-à-dire que quand on te dit VIH, c'est qu'on a regardé que tu portais une certaine séquence ou alors non, tu as dit que c'était sur des antigènes, qu'on regardait certains antigènes, c'est ça? Ouais, Alors il y a la recherche antigène puis ensuite anticorps parce qu'antigène, ils d'accord. estiment que c'est super fiable mais que c'est pendant une trop courte, durée, c'est juste pendant la primo-infection parce qu'ensuite tu as les anticorps qui se mettent en place et les antigènes disparaissent au niveau sanguin, donc ils font, anticorps. Bon après ils disparaissent pas normalement complètement mais bon, c'est comme Mmh. ça qu'ils l'expliquent, quoi. Donc Du ils coup, font ce un qu'on combo appelle antigène-anticorps maintenant. VIH, c'est qu'on recherche des bouts de séquences spécifiques de certains anticorps et on regarde s'ils sont là et en quelle quantité. Alors que SIDA, c'est là qu'on est en train de regarder bah, les globules blancs, tous ces éléments-là, et quand ils sont dans les chaussettes et qu'il n'y en a plus, on dit là c'est un syndrome d'immunodéficience acquise, c'est ça? C'est ça, c'est qu'en fait, on peut mourir d'un sida sans avoir le HIV. D'accord. Mmh. On peut avoir un système immunitaire qui est foudroyé, bah, par une chimiothérapie hyper agressive, par exemple. Bon, j'imagine quand même à ce moment-là, si on l'a fait la chimio, c'est qu'il y a besoin. Imaginons que la personne, elle se redresse pas de sa chimiothérapie hyper agressive, elle a plus de système immunitaire. C'est un syndrome d'immunodéficience acquise. Donc c'était pas inné, c'est acquis et par Ouais. exemple, pour le vaccin, Je sais pas s'ils anti-coco, vont l'appeler comme ça, cela dit. Enfin, officiellement, je pense pas qu'ils vont utiliser le terme bah, pour sida. le vaccin anti-coco, ils appellent ça le SIDAV, syndrome d'immunodéficience acquise vaccinale et il y en a beaucoup, hein, depuis OK. qu'ils ont lancé les campagnes. Ouais. Je sais pas si Donc c'est un terme officiel. Après, peut-être que certains utilisent ce terme-là, mais je serais un peu étonné qu'il soit, communément admis, disons, par la doxa. Ça serait surprenant. ouais, non, ouais. Sur ton cas, du coup, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé 2 traces d'anticorps qu'ils ont appelés HIV1, HIV2, Mmh. sachant que sur ton conjoint, il n'y en avait qu'un seul. Ce qui pose quand Mmh. même des questions dans la théorie de la transmission, en tout cas, de comment le deuxième arrive, Mmh. sachant que on accuse le premier de t'en avoir donné, un seul et du coup, il y en a un deuxième qui arrive par l'opération du Saint-Esprit, quoi. Exactement, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, Ouais. alors, moi j'ai regardé un petit peu, j'ai essayé de comprendre et la seule piste que j'ai trouvée, c'était les vaccinations contre la polio. Au moment où on a fait des grandes campagnes de vaccination contre la polio qui ont duré pendant 60 ans avant que ce soit à peu près, safe, parce que c'était vraiment, une hécatombe, hein. Au départ, c'était n'importe quoi. Ils tuaient des enfants à la louche, à la pelle. En tout cas, à un moment, ils ont mis en culture dans des reins de singes, les singes, les macaques verts et les singes rhésus et tu en avais un qui était porteur du SIV, c'est l'équivalent du HIV mais pour singes, d'où le S, simien et chez eux, ça ne les tuait pas du tout. C'est-à-dire qu'ils étaient porteurs de ce virus, ces singes, mais ça ne les tuait pas du tout et d'un autre côté, il y avait ces autres singes qui étaient porteurs du SV40 qui est un virus oncogène et quand ils ont mis en culture, ils avaient d'un côté des mises en culture avec le SIV, de l'autre côté des mises en culture avec le SV40. Ils se sont dit: «Tiens, on va mélanger». Ils se sont rendus compte qu'en mélangeant, le système immunitaire, il était dans les chaussettes et que les singes passaient à un stade sida, ce qui n'arrivait pas à l'état naturel et le truc, c'est qu'ils se sont dit: «Tiens, on va continuer à mettre en culture, quand même dans ces reins de singes et on va faire des campagnes de vaccination contre la polio à partir de ça» et là, dans l'arbre généalogique des virus,
les deux seraient les ancêtres du HIV. Alors, le SIV serait l'ancêtre du HIV2 et le SIV plus le SV40 serait l'ancêtre du HIV1. Bon, Et après, du coup, toi, tu as une vaccination anti-polio à cette époque-là, ça remonte d'avant, enfin, puisque du coup, si tu récupères cette, en tout cas cette théorie explicative, du coup, toi, tu te sens concerné par ça? Bah, la seule explication que je vois à la présence du HIV2 dans mon corps, ça serait la vaccination contre la polio, quoi. Je vois pas. Mais faites à quelle époque? Ah bah, Récemment avant? toute petite. Ah, petite. D'accord. Ok. Mais Mais parce en qu'en effet, comme principe, en médecine, ils disent que quand tu as un virus, il disparaît jamais. Mais du coup, en effet, de toute façon, tu n'avais jamais été. D'ailleurs, est-ce que tu avais déjà eu déjà des tests négatifs avant de faire ce test positif sur le sida? Ou est-ce que c'est ton premier Euh, test qui non, s'avère tu as raison, positif? c'était mon premier test. Ouais. Du coup, il n'y a D'accord. pas de comparatif. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas savoir si, Bah, avant à dans part ta celui vie. du 18 octobre qui était négatif, Oui. le sang était négatif, mais les prélèvements étaient positifs. J'étais en séroconversion. Ah, du coup, tu as bien fait un prélèvement de sang négatif et ensuite ce prélèvement de sang est devenu positif après. Oui, c'est ça. Le 18 octobre, c'était les prélèvements sur les plaies qui étaient positifs, mais le sang n'était pas encore positif. Oui, donc oui, j'ai eu un test négatif avant d'être positif. Ouais. D'accord. Alors, une fois que tu as eu ce test positif, est-ce que tu as une contrainte en termes de traitement à prendre ou tu as la liberté de te faire traiter ou pas? Alors, à l'époque, les traitements n'étaient pas hyper efficaces. Et en plus, on ne donnait pas de traitement à quelqu'un qui n'était pas en phase terminale, quoi. D'accord. Vraiment, il lançait la machine qu'au dernier moment. Mon conjoint, quand ils ont commencé à lui donner un traitement, moi, j'ai vu 2 mois avant son décès que vraiment, il allait mourir. Enfin, quelqu'un qui pourrit sur pied, ça se voit parce que c'est le terme, hein, les personnes, elles pourrissent sur pied, quoi. Et après, ils ont commencé à lui donner le traitement, peut-être, je sais plus, comme mon cousin, ça devait être 4 semaines ou 5 semaines, enfin vraiment dans les derniers temps, mais ça faisait plus rien, quoi. Il était déjà mort, quoi. Ok. Et donc toi, quand tu as eu ce diagnostic, enfin ce test positif, pas de traitement, on te laisse tranquille. Ouais, Mais tu es déclarée en tant que séropositive avec ouais, toutes les contraintes judiciaires qu'il peut y avoir derrière. Enfin, ouais. ouais, ok. Et donc, Et en plus, j'avais été contaminée en portant un préservatif. Donc j'avais pas confiance dans le préservatif. alors comment ils expliquent ça? C'est quoi leur théorie pour expliquer donc Alors eux, ce qu'ils expliquaient à l'époque, c'est que j'étais une menteuse. Voilà. Leur théorie à l'époque, c'est que j'avais menti. Et là où je me suis un peu énervée, entre autres, parce que je me suis énervée plein de fois dans l'histoire, c'est que quand ils ont fait des essais, ils ont fait HPTN 052, partner 1, partner 2, partner 3. Donc c'est des essais qui ont été faits avec des couples sérodiscordants. C'est-à-dire qu'il y avait des couples. Il y en avait un qui était positif, l'autre qui était négatif. On leur a dit, on vous donne un traitement. Vous attendez que la charge virale, donc le nombre de virus, descende dans le sang du positif. Et après, vous avez des relations sans préservatif. Il y a plus de 80 000 personnes qui se sont prêtées au jeu. Quand même, il faut avoir des couilles. Hein. Pardon. Ouais, pour le coup. Il y avait les deux. Oui, il y avait les deux. Il y en avait plusieurs. Enfin bon, bref, on ne les compte pas. Et donc, ils sont aperçus que le préservatif bien utilisé lors d'un rapport hétéro, c'est-à-dire vaginal, était efficace au mieux qu'à 80%. Ils sont aperçus que quand c'était un rapport homosexuel anal qui demande plus de frottement, c'était efficace qu'à 70%. Et quand je dis efficace, c'est sans rupture de préservatif. On enlevait tous les accidents de préservatif. C'est-à-dire que là, tout s'est bien passé et la meilleure efficacité était de 80% d'après eux, avec un préservatif bien porté dans un rapport simple. Voilà. Donc, Et quand on parle d'efficacité, encore une fois, c'est que sur des tests. C'est bien ça. c'est-à-dire que voilà, il y avait 20% avant, de risque après. de tomber séropositif en ayant bien utilisé. Oui, bien sûr, des tests, bah oui. Parce que maintenant, forcément, il y a presque plus de morts du HIV. Il y a plus de morts du sida, pardon. Oui, mais du En coup, en France. effet, c'est-à-dire que toujours pareil, on a comment dirais-je, on n'a pas le gold standard clinique, on a un test qui va faire la définition. Donc, ce que ça montre,
on est censé avoir une théorie qui dit que c'est que pendant un rapport sexuel, une transfusion sanguine. Et quand on lance des tests, on obtient quand même des séroconversions, c'est-à-dire des gens qui ont appliqué des protocoles de protection, etc., et qui se retrouvent quand même au bout d'un moment avec un test positif. Et du coup, limite, en termes en termes purement logiques, on aurait dû s'en servir pour évaluer la fiabilité du test ou de ce qu'on est en train de mesurer. Puisque si on accepte la théorie, à savoir que ça se transmet par un rapport sexuel non protégé ou par une transfusion sanguine, mais qu'on voit des séroconversions dans la population de ceux qui ne sont pas concernés par ça, il faut se poser des questions sur la qualité du test, de ce qu'on est en train de mesurer quoi, dans la population. Enfin, c'est une vraie question, quoi. Ouais. Après, au niveau du tableau clinique, maintenant, effectivement, actuellement, en 2024, il y a à nouveau quand même des morts du sida en France parce qu'il y a eu un décrochement des soins depuis le coco, mais jusque-là, il n'y en avait plus. Donc, il n'y a plus que les tests, effectivement, pour étiqueter les gens, mais quand même, avant les traitements, alors, je ne vais pas dire que c'est. Voilà, avant les traitements, en tout cas, moi, je voyais dans les services des gens mourir avec tous le même tableau clinique. Tu vois, ils avaient plus de globules blancs. Enfin, je veux dire, ils avaient tous le même tableau clinique. Et ils n'avaient pas encore bénéficié de traitement. Et ils n'étaient pas tous homosexuels, ils n'étaient pas tous drogués. Justement, ce qui était assez choquant, pour moi, en tout cas, quand j'ai découvert ces services, c'est que je m'attendais à avoir vraiment une tranche de la population très spécifique. Il y en avait majoritairement, mais il n'y avait pas que. Il y avait des femmes de conjoints, il y avait des enfants. Les services d'enfants, c'était terrible. Hein. C'était vraiment terrible. Et donc, personnes, donc, parmi ces gens-là, donc quand tu parles de femmes, de conjoints et d'enfants, c'était des gens qui étaient en train de mourir du, entre guillemets, sida, mais qui ne prenaient aucun traitement, d'après ce que tu sais. Oui, c'était avant les traitements et des gens qui n'avaient pas forcément été. Enfin, il y avait des personnes dans l'eau qui n'avaient jamais pris de drogue, qui n'avaient jamais eu de transfusion, qui avaient. Enfin, les enfants, par exemple, n'étaient pas homosexuels, n'avaient même pas eu le temps de. Enfin, ils n'avaient eu le temps de rien dans leur vie, quoi. En plus, c'était hyper rapide pour les enfants. Hein. Ça progressait beaucoup plus vite que pour les adultes. Hein. Mais du coup, quelle était l'explication pour des enfants qui arrivaient dans les services? Comment est-ce qu'on pouvait dire, lui, il a attrapé le virus? Tu as des exemples en tête? Oui, des enfants de mères séropositives. En fait, tu avais l'homme qui était séropositif, il contaminait. Enfin, moi, je l'ai souvent vu dans ce cas-là. J'ai rarement vu le contraire. En plus, il y a beaucoup plus de transmission homme-femme que de femme-homme. Mais en tout cas, l'homme était séropositif, la femme était contaminée. Alors lui, il était toxico, ce que tu veux. La femme était contaminée. Puis pour peu qu'ils aient eu des enfants entre-temps, les enfants étaient contaminés aussi. Et là, toute la famille y passait, quoi. À commencer par les enfants. D'accord. Donc ça, c'était l'explication. OK. Et alors, pour continuer avec ton histoire, donc toi, tu te retrouves... Donc, c'était en 93 que tu as ton test positif, c'est ça? 91. 91, OK. 91. Et pendant combien de temps tu as une vie, entre guillemets, normale où tu prends pas de médicaments, tu n'as pas de symptômes particuliers? Alors, au début, j'avais pas de symptômes particuliers. J'ai jamais eu de symptômes particuliers du HIV. J'ai eu d'autres infections, mais par rapport au HIV, non. Par contre, j'avais des gros bilans de santé tous les 3 mois. Tous les 3 mois, on me prenait 17 tubes à essai, donc on me passait au crible dans tous les sens. C'était quelque au chose début d'obligatoire, ça? Pardon, c'était quelque oui, chose oui, 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 d'obligatoire, oui, ça? oui. Ah oui, c'est obligatoire. Mais même ça l'est toujours. Enfin, ça l'est. C'est-à-dire que tu peux ne pas le faire, sauf que si tu le fais pas, tu peux pas justifier de ton bon état de santé au cas où quelqu'un te poursuive. Tu vois? Aujourd'hui, je suis toujours obligée d'en faire tous les 6 mois parce que si je justifie pas que je suis pas un danger, quelqu'un peut me poursuivre. Enfin bon, là, j'ai un conjoint donc mais il pourrait me poursuivre en disant: «Ah bah, là, tu as pas justifié, ça se trouve à ce moment-là, tu m'as mis en danger». Donc empoisonnement, voilà. OK. Donc et franchement, je regrette pas de l'avoir fait parce que ça m'est arrivé avec aussi mon ex-mari qui, à un moment, a plaidé devant le juge que je l'avais mis en danger. Donc j'ai dû reprendre 14 ans de vie pour prouver que pendant 14 ans, je l'avais jamais mis en danger, quoi. Ouais, OK. c'est chiant. Bon, donc à ce moment-là, on me faisait des bilans, des grands bilans tous les 3 mois et au début, mon système immunitaire, est descendu. Assez, surtout après le décès de mon conjoint, c'est descendu, mais bien, quoi. Et je suis passée à la limite de la phase terminale, c'est-à-dire que j'avais plus que 200 CD4. Là, on commence à calculer en CD4
et j'ai rien fait, en fait. Je me suis dit: «Bah, quitte à mourir, je vais vivre, mais à fond, quoi». Donc j'ai fait la fête, j'ai vécu, j'ai mangé n'importe quoi. J'ai pas bu parce que j'aime pas boire, mais enfin bon, bref, je me suis pas droguée parce que je suis contre la drogue, mais en tout cas, j'ai vécu à fond, quoi, et le système immunitaire est remonté. Pourtant je me ménageais pas du tout, et à un moment, bah, j'ai repris ma vie, j'ai rencontré quelqu'un, et là, c'était en 95-96. Et puis là, le professeur Delfrécy me dit: «Bah, on a des nouveaux essais, finalement, vu que votre système immunitaire est pas si mal que ça, que vous êtes remonté au-dessus des 500, et que vous avez un nouveau conjoint, vous pouvez envisager une grossesse». Alors moi, j'étais sidérée parce qu'à l'époque, une femme, séropositive qui tombait enceinte, c'était un coup sur 2, elle tuait le bébé, quoi. Enfin, il était mort, hein, enfin, il était contaminé. Pour nous, c'était la même chose. Donc et je lui dis: «Mais c'est quoi les risques?» Il me dit: «Ah non, mais c'est 1 1 c'est rien quoi, c'est juste la vie». 1 de risque de contaminer un enfant, moi je trouvais pas que c'était rien, mais lui m'a bien bourré le mood en me disant que non, bah, c'est juste la vie, quoi. Donc j'ai signé des documents à l'époque, pour rentrer dans le protocole ACTG 316 qui nécessitait d'avoir plus de 500 CD4 et de n'avoir jamais pris de traitement. Parce qu'au 3e trimestre, il commençait à introduire une molécule, la névirapine, en plus de AZT3TC. Mais au 3e trimestre, il n'avait jamais donné de traitement antiviraux en début de grossesse, avant que le bébé soit complètement formé. Donc je signe les documents et c'est vrai que j'ai pas lu. C'était le professeur Delfrécy, il me disait: «Ça va, tout est tranquille». Moi, je lui donnais des chèques en blanc, quoi. C'était mon médecin, Mmh. heu et j'étais jeune, quoi. Donc j'ai pas lu, puis à 5 mois de grossesse, j'ai eu un décollement de placenta, donc on m'avait encore rien donné, et là ils ont eu peur qu'il y ait une, contamination mère-enfant, donc ils m'ont dit: «Bon, on va commencer les traitements AZT3TC, on vous sort du protocole, vous pourrez pas prendre la Niverapine, mais on va commencer ça». Ils l'avaient jamais fait au second trimestre, donc ils m'ont dit: «Bah, on sait pas ce que ça va donner, votre bébé sera peut-être mort, handicapé, on sait pas quoi». Mmh. Donc j'ai quand même un peu flippé, quoi. Finalement, ça s'est pas trop mal passé. On m'a expliqué qu'il fallait que j'accouche par césarienne parce que j'avais une charge virale à 121 000. Mais 7 ans plus tard, quand j'ai eu mon 2e enfant, on m'a expliqué tout le contraire de ce qu'on m'avait expliqué à ce moment-là, en fait, voilà. Donc j'ai commencé les traitements dans le cadre de cette, grossesse, et je suis tombée enceinte pour entrer dans l'essai ACTG 316 qui comportait 1 200 couples mère-enfant dans le monde et qui faisait suite à un essai, dont je me souviens plus du nom, mais je vous l'ai envoyé, qui comportait 18 femmes, et là où j'ai pas tilté, c'est qu'il y avait 18 femmes et 8 enfants, alors que c'était sur la transmission materno-fœtale. Ça veut dire que c'était des femmes enceintes, mais il y a eu 8 enfants. C'est-à-dire qu'on en aurait attendu au moins 18 et effectivement, il en manque un petit paquet là. Mmh. OK. Ouais. Et donc toi, ce que tu dis, c'est qu'en fait, tu es rentré dans un essai. En fait, presque, professeur Delfrécy t'a incité à tomber enceinte pour faire partie de l'essai. C'est ça que tu Ah bah, il a plus qu'incité, il m'a fait, trouver un gynécologue qui me prescrive, des hormones pour stimuler les ovaires, j'ai fait une hystérographie pour déboucher les trompes à fond. Je suis allée voir sa gynéco pour qu'elle m'explique comment faire une insémination, avec une sonde de Friedman chez moi, sur la table de cuisine, enfin voilà quoi. ah oui, c'est toi qui t'es carrément injecté le Ouais, sperme, parce que j'étais refusée, comme j'avais une charge virale à 121 mmh. 000, de toute façon, je pouvais pas rentrer dans un centre d'aide médicale à la procréation. Même les centres, de toute façon, un centre classique, non, mais même les centres à haut risque virologique m'étaient interdits avec une charge virale, élevée, quoi. D'accord, OK. OK, d'accord. Donc tu es rentré dans cet essai enfin bref, tu as eu cette grossesse et donc tu as quand même pris ces traitements AZT et je sais plus quelle autre molécule à partir de 3-TC. Ouais, c'est les 2 premières molécules. L'AZT et le 3-TC sont les 2 premières OK. molécules. C'est des rétroviraux, inhibiteurs de la transcriptase inverse, Mmh. et je les ai pris, et pour apprendre, donc 8 ans plus tard, que j'étais résistante à ces 2 molécules. Donc Ce ça qui faisait ce déjà 7 ans que j'étais HIV quand je les ai pris, et 8 ans plus tard, j'ai appris que j'étais résistante aux molécules. ça veut dire quoi ça, que tu es résistante à ces molécules? C'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'effet sur toi? Ça veut dire qu'elles servent à rien avec mes virus, ouais. D'accord, OK. Par rapport au Moduler, ça comptage, veut rien. des 2. Mmh. Oui, c'est ça. Ça veut dire que le nombre de virus comptés dans ton sang, ça, ce qu'on appelle la charge virale, ne diminue pas avec ces En fait, médicaments. elle a diminué. Non, non, ça veut dire qu'ils ont fait un cariotype de mes HIV et qu'ils ont découvert qu'ils étaient résistants
aux inhibiteurs de la transcriptase inverse. En fait, c'est génétiquement, mes virus sont résistants à ces molécules. Bon, ok. Et ton enfant est né donc par césarienne, mais il était en bonne santé, ça s'est bien passé? Oui, bah, je l'ai su au bout de 3 mois parce que les 3 premiers mois, on peut pas savoir si l'enfant va bien. Donc Ah c'est un bon? peu flippette aussi. Bah, non, parce qu'il est positif, il naît positif. Ah oui, d'accord, mais oui, mais en termes de symptômes, il était normal? Ah oui, oui, ça oui, elle Oui. était elle était Non, normale, parce ouais. que après, en fait, avec la médecine dans ce cadre-là, en fait, on n'arrive plus à regarder la réalité. On est dans ah oui, le test dit que, et on regarde pas comment est Ce qui l'enfant. ouais, ce qui était pas normal, c'est que ce qui a pas été normal tout de suite pour mes 3 filles, c'est que les unes comme les autres, le protocole dit depuis 1998 et ça a pas changé en 2024, hein. Enfin, ou alors ça a changé avant-hier, je ne sais pas. Mais, les enfants nés de mères séropositives, on leur donne de l'AZT à raison de 4 fois par jour pendant 6 semaines, dès la naissance. Le premier biberon, c'est AZT direct. Ma 1re fille comme ma 3e fille, dès la première prise d'AZT, c'était des reflux à n'en plus finir et la 2e, dès la 3e aussi d'ailleurs, dès la première prise, elles se sont raidies comme ça, elles tremblaient tellement la douleur du reflux était importante et ça fait comme un poisson qui sort de l'eau comme ça et le bébé, il devient tout rouge, après il devient tout blanc, tout mou. À chaque prise, puis, plus il y avait de prises d'AZT et plus c'était, fréquent. Ah, À tel point que la 2e, elle faisait 10 à 15 malaises vagaux par jour, elle descendait en dessous de 30 battements par minute. ah, mais là, c'est une conséquence du traitement pour le coup, clair. Mais je n'arrête pas de le dire et ce n'est toujours pas reconnu, quoi. Ah oui. J'ai failli perdre mes filles à cause de ça. Alors, eux disent que ça elles ont été sauvées grâce à l'AZT, mais or que non, puisqu'ils sont aperçus que j'étais résistante au traitement. Donc en fait, AZT, pas AZT, ça aurait rien changé. Par contre, Mmh. les reflux, elles se les cognent toujours. La première, elle a 24 ans, elle dort assise et la 2e, elle vomit, non-stop, quoi et elles ont failli y passer, hein Mmh. OK. et le protocole ne change pas, hein. Il veut pas Oui, changer mais le de toute façon, protocole. enfin, l'AZT, c'est extrêmement violent, enfin, de tous les témoignages que l'on voit. Du coup, c'est vrai que c'est choquant de faire, enfin bref, de fournir un médicament d'une violence, aussi extrême, à des Bah, petits nourrissons, quoi. Enfin bon. surtout quand on sait que la mère est résistante à la molécule et que ça sert à rien, quoi. Mmh Oui, mh. oui, mais enfin puis de toute façon, enfin prendre le risque de enfin, c'est-à-dire qu'on fait prendre un risque de décès, à des nourrissons sans savoir si, ce qu'on est en train de faire, ça a un impact positif. Enfin, Mais je vais ouais, c'est en même termes pire de que ça, en fait. logique, le primum non essere Ouais. Ah bah, là, on en est de la loin, hein. médecine, Mmh. c'est-à-dire qu'on a une supposition de quelque chose qui est censé fonctionner, mais en faisant prendre un risque colossal et avec des dégâts qui sont de long terme. Ouais. Bon, ouais, je trouve ça étonnant comme façon de faire. Mais encore une fois, il y a une telle diabolisation du VIH+, et puis de ce qu'on Mmh. fait subir aux gens, c'est-à-dire que comme on considère que on va dire que les personnes ou les nourrissons qui vont être, à qui on ferait prendre le risque de rester positif auront une vie détruite, voire sont terminés. Du coup, on prend des risques qui sont colossaux de façon à de se dire qu'ils ne seront pas dans cette case. Du coup, c'est bien la définition, et puis l'exclusion totale de ces gens-là et de la case dans laquelle on met qui fait que, bah, on les considère comme des gens sur lesquels on peut prendre tous les risques possibles et imaginables pour les sortir Mmh. de là, quoi. Bah, au niveau de la grossesse, le protocole, que j'ai intégré, il y avait un risque de 17 de faire une hépatite fulminante ou un syndrome de l'aïeul. Donc c'est quand même 2 effets C'est-à-dire un secondaires. risque de décès pour la mère. Voilà, 17 de risque de décès pour la mère. Mais pour un HIV, on considère que c'est pas grave et à chaque fois que j'ai pris de nouvelles molécules, les risques étaient entre 15 et 20 de faire une hépatite fulminante ou un syndrome de l'aïeul dans les 4 En fait, premières semaines. quand tu es HIV positif, on considère que tu es comme un sidaïque et à l'époque, ça veut dire mort certaine quasiment, donc Mmh. à 10-15 de risque de décès, c'est pas grand-chose, quoi. C'est Ouais, hallucinant. même si finalement on t'avoue plus tard qu'on t'a fait prendre les risques pour rien, parce que tu parlais des bébés, Pierre. Pour ma première, on savait pas à la limite, OK. Mais pour la deuxième, on savait que si la mère avait une charge virale indétectable, le bébé ne pouvait pas être contaminé grâce à ça. Dans Mmh. leur logique, hein. Leur Mmh. logique, c'est la mère a une charge virale indétectable, donc le bébé ne peut pas être contaminé, donc accouchement par voie basse, tout va bien, voilà. Mais alors pourquoi on donne de l'AZT à un bébé?
Ça n'a pas puisque de de sens. toute façon, c'est la charge virale qui va définir si le bébé risque d'être contaminé. Et Mmh. pour la 3e, j'avais ça, plus le fait que j'étais résistante, même pour la 2e d'ailleurs, j'avais ça, plus le fait que j'étais résistante au traitement. Donc 1, je pouvais pas contaminer, 2, ça servait à rien. Même le chef de service a voulu s'énerver contre Delfrécy, a dit: «Non, je ne veux pas donner ce traitement à ce bébé». Delfrécy a fait appeler l'hôpital de Saintes, c'était en 2014 alors que j'habitais plus du tout dans la région, et c'était: «Vous lui donnez ou sinon on envoie la DAS, quoi». C'est Ouais, qu'on ouais. n'a pas le choix, c'est que c'est ça, on vous envoie la DAS, on vous retire votre bébé, quoi. C'est une violence incroyable, hein. Mmh. D'un point Mmh. de vue juridique, ça me fait penser un peu, au traitement des personnes qui sont diagnostiquées cancer et qui sont aussi en obligation de traitement, ne pour les enfants notamment, où on peut retirer, Mmh. des enfants des parents si jamais il y a pas les traitements, Mmh. qui sont donnés. Et puis pour les personnes adultes qui les prennent, il me semble que les traitements cancer, ce sont les seuls sur lesquels les précautions qu'il y a à prendre en termes d'essais cliniques et de preuves sont extrêmement basses, voire quasi inexistantes, parce qu'on comme on considère que les cancéreux sont morts Mmh. avant l'heure, on peut dire qu'on va utiliser sur eux des molécules, des nouvelles molécules, et que du coup, voilà, ce serait éthiquement une perte de chance de ne pas le faire, donc on doit s'en servir comme étant des Mmh. personnes cobayes, puisqu'on les considère déjà morts. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que d'un point de vue légal, il se passe pour certaines catégories de personnes, malades, testées, peu importe, mais du coup, des écarts à la loi générale où on les considère, bah, morts avant l'heure, et donc du coup, bah, les risques, tout ça, Mmh. ça passe après. Enfin, Mmh. Les encore une risques et fois, les effets d'un point de secondaires, vue légal, parce que c'est les effets secondaires, moi quand je disais à Delfrécy: «Vous vous rendez compte, on se vide, on perd 5 à 10 litres, enfin on a des diarrhées, avec les traitements, tout ça». Il me disait: «Oh mais en dessous de 5 à 10 litres, c'est pas des diarrhées». Waouh! Allez-y, hein, faites-les, faites-les, hein. Vous allez voir, le régime, il est super efficace. Ah, c'est incroyable. OK. Et alors donc tu as eu malgré tout donc 3 enfants, donc 3 filles. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu prends des traitements et si oui, depuis quand et quel type de traitement? Bah, en fait, j'ai pas pu les arrêter depuis que j'ai commencé à les prendre. Parce que si j'arrête, si je ne peux pas prouver que je mets tout en place pour éviter, de contaminer quelqu'un, je suis, passible de poursuite. Mmh. Parce qu'après, faut admettons que la personne se fasse contaminer en plus par quelqu'un d'autre, tu vois? Mais elle vit avec moi. Moi, je suis étiquetée. Ça me tombe dessus, hein. Après, il va Mmh. falloir que je prouve que c'est pas moi. Mmh. Donc Parce j'ai que tu me intérêt à disais être, que alors 2 secondes, donc rappelle-nous quand est-ce que tu as commencé à prendre des traitements? Parce qu'au début, tu ne prenais rien du tout mmh, et en c'est mars quoi 99, le 22 mars 1999, et pendant pourquoi? mon 2e trimestre de grossesse, parce que j'ai eu Ah un oui, décollement de placenta. c'est à cause de ça, d'accord. C'est ça Mmh, qui a justifié la prise des premiers traitements, mmh. et ça s'est continué donc depuis, une vingtaine d'années, quoi? OK. Bah, j'ai pas le droit de les arrêter, même si depuis, mon infectiologue ici a dit qu'il savait depuis 10 ans que j'étais potentiellement un des 60 à 80 contrôleurs qui existent en France, et donc pour lui, ça fait 10 ans que les traitements ne servent à rien. Ceux que j'avais avant, j'étais résistante, et ceux que je prends depuis 10 ans, pour lui, ils servent à rien puisque je serais un contrôleur. Sauf que comme les contrôleurs, il y a que Delfrécy qui puisse faire le décotage génétique pour savoir si les personnes le sont réellement, parce que c'est une modification génétique qui s'opère chez les gens, heu et ben, je peux pas le savoir parce que je suis un petit peu en bisbis avec lui d'abord. Et alors sinon, l'autre solution, c'est ce qu'il me proposait ici, c'était de m'hospitaliser pendant 15 jours et de me bombarder de virus et de bactéries et de tester mon système immunitaire pour voir comment j'allais réagir, et j'ai dit: «Non merci, quoi. Ça plus le masque, allez vous faire voir, j'ai pas envie, quoi». D'accord, et ça veut dire quoi dans leur langage à eux, contrôleur précisément? Ça veut dire qu'en fait, c'est des gens qui réussissent à contrôler le virus du HIV, Donc ils indépendamment des traitements, sans traitement, quoi. d'accord, OK, OK, et donc officiellement, il y en aurait 60 à 80 en France qui, Mmh. résistent au virus? OK, d'accord. Oui, alors en plus, il y a ça et le fait qu'ils ont un système immunitaire qui dépasse largement les normes. C'est-à-dire qu'on a des CD3, CD4, CD8 qui sont 50 au-dessus des normes maximales d'un être humain classique, quoi. D'accord. Donc ça a fait bander, pardon, ça a motivé beaucoup, Bill Gates. Bill Gates, quand il a découvert ça, il y a un peu plus de 20 ans, il s'est dit: «Waouh!» Alors Bill Gates, alors moi je suis pas sûre, je le connais pas bien, hein, je le connais pas personnellement. Mais, il a quelque chose quand même, là, il y a un truc qui le gars, il veut devenir un petit peu immortel. Il est le bon bref, il s'est dit: «Tiens, il y a des gens qui ont une
qui produisent des CD8 natural killer, donc la crème des crèmes la défense immunitaire, c'est-à-dire le truc, le mercenaire qui tue n'importe quel agent pathogène, de façon inépuisable. Et les contrôleurs sont réputés pour produire des CD8 NK de manière inépuisable. Donc il s'est dit, moi en tant qu'informaticien, si je trouve un antivirus de manière inépuisable, je vais lutter contre tous les virus, je vais appliquer ça à l'humain et si j'arrive à créer des contrôleurs, à trouver la formule pour créer des contrôleurs, je pourrais devenir potentiellement un surhomme. Bon, il va pas le faire sur lui, hein, le gars, ils ont plein de théories, mais ils les testent pas sur lui. Donc il a investi beaucoup d'argent quand même là-dedans, il y a plus d'une vingtaine d'années, pour faire des vaccins à ADN au départ. En France, les essais sont tenus par le professeur Lelièvre et le professeur Lévy. Le professeur Lévy, mari d'Agnès Buzyn. Et il est marqué noir sur blanc, je vous avais envoyé les slides, que l'objectif de ces vaccins à ADN, qui ensuite ont été aussi vaccins à ARN, c'est d'injecter un organisme génétiquement modifié pour modifier l'autre génétiquement. C'est-à-dire que là, ils le disent clairement, c'est une modification génétique. On va injecter un organisme génétiquement modifié. Notre objectif, c'est de modifier le génome. Et les vaccinations à ADN et à ARN pour lesquelles ils font des recherches dans le cadre du HIV depuis 20 ans, l'objectif, c'est de modifier génétiquement les personnes qui vont être injectées. C'est clair, c'est écrit noir sur blanc. C'est eux qui le disent. Moi, j'ai une question complètement bête. Si tu as des globules blancs en très grand nombre, est-ce que ça n'a pas juste à voir avec le fait que tu prends un poison tous les jours, et que du coup, tu es en train de l'éliminer en permanence, quoi? Non, mais mes globules blancs, ils sont à des taux normaux. C'est mes CD3, CD4, CD8 qui sont très élevés. C'est pas des globules blancs, les CD. C'est en fait, tu as plein de catégories, tu sais, dans le système immunitaire. J'ai fait un schéma, mais c'est un peu compliqué, quoi. Et du coup, le fait que ces CD crèvent le plafond, est-ce que ça n'a pas à voir juste que en fait, ton corps, tous les jours, il élimine ce que tu prends parce que voilà, tu prends des médicaments tous les jours, tout bêtement? C'est une vraie question, hein, j'en sais rien. Je sais pas, il faudrait que j'arrête, mais si j'arrête, je suis passible de poursuite, donc. Certes. Ouais. Après, ouais, ça non, peut-être pas, Pierre, peut-être pas. Je connais des gens qui, j'ai des collègues, on va dire, HIV depuis 35-37 ans, qui prennent des traitements comme moi depuis aussi longtemps et qui n'ont pas du tout Là où ça m'a mis la puce à l'oreille, c'est que dans les associations de lutte contre le HIV, j'étais la seule à avoir ce type de bilan, quoi. Et c'est pour ça que j'ai dit à mon infectiologue, c'est bizarre, quoi. Oui, non, il se passe quelque chose en médecine quand même, c'est que tous les êtres humains sont différents. Et donc, le fait de donner une molécule à des êtres humains différents, ça va donner des résultats différents sur les gens. Ce qui rend complètement débile toute recherche de la panacée, hein, c'est-à-dire le médicament ultime qui va convenir à absolument tout le monde pour régler tous les problèmes. C'est débile en tant que tel, hein, c'est-à-dire que voilà, tu ne peux pas trouver quelque chose de parfaitement unique où tu vas le distribuer à toute la population et tu t'attends à avoir le même résultat partout. C'est débile comme principe. C'est débile, mais c'est le socle de la médecine industrielle, hein, c'est-à-dire que si tu ne l'admets pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas faire de traitement qui soit absolument générique. Pour faire des traitements génériques donnés à tout le monde, il te faut une définition générique de ce qu'on appelle maladie, c'est-à-dire qu'il faut que tu mettes des cases de choses que tu vas appeler maladie, qui serait même pour tout le monde. Ça marche jamais avec les symptômes, parce que les symptômes chez les gens sont différents. C'est pour ça qu'il faut des tests de façon à mettre des cases là où il faut, et en face de ces cases, il faut des traitements génériques qui soient absolument le même pour tout le monde, alors qu'on est tous différents, de façon à pouvoir les distribuer. Mais voilà, en termes, c'est pour ça qu'on utilise d'ailleurs la statistique, hein, parce que comme on a des cases avec des gens tous pareils et des maladies toutes pareilles, on peut faire tourner de la statistique. C'est comme si on considérait que les êtres humains étaient des sortes, tu vois, des boules blanches ou des boules noires, tous pareils, avec un certain nombre de caractéristiques différentes, mais qui en ont très limité, hein. Voilà, les statistiques peuvent supporter quelques différences entre les objets de façon à pouvoir faire de la stat, mais très très peu, et surtout ne jamais admettre qu'en fait deux êtres humains ne se ressemblent pas d'un point de vue qu'on appelle ça génétique, ou que ce soit sur la taille des organes, l'ensemble des caractéristiques qui le forment. Voilà, donc c'est pour ça que j'insiste uniquement sur la partie qui me concerne, sur la partie statistique, et essayer de comprendre comment toutes les choses sont casées. Et ce que tu dis sur Gates, en effet, c'est intéressant, et on voit bien l'endroit où est mis le fric, qui semble être quelque chose, ou une espèce de recherche effrénée de quelqu'un qui a lu des comics américains et qui cherche en effet à se transformer en surhomme avec une espèce de potion magique, quoi. Ça donne vraiment l'impression qu'on en est là. En tout cas, à ce moment-là, il a investi, à l'époque, ça avait fait un grand bruit, la moitié de sa fortune, quoi.
Bon, bref. Oui, il a, Mais enfin, ce que il a, tu il a disais, investi avec un retour sur investissement qui est colossal, hein. Je rappelle, Probablement. si vous il est suivez pas la fou. fortune de Bill Gates, la fortune de Bill Gates était en profond déclin au moment où Microsoft ne se portait pas si bien que ça, et où il a un peu lâché les rênes de Microsoft. Il a tout investi, il a investi une grande partie dans ses fondations de bienfaisance et dans le médical notamment, où il a se servi de cet argent-là de façon à faire de la promotion, à faire de l'influence, hein. Après mettre ses fonds dans des organismes de bienfaisance en prenant des grosses parts au sein de l'OMS, etc., en se lançant dans la recherche des vaccins avec sa fondation qui s'appelle Gavi. Et depuis qu'il a fait ça, donc c'est-à-dire que depuis que Bill Gates est le grand philanthrope que nous connaissons, sa fortune a explosé. Donc c'est bien cette démarche de philanthropie qui a permis de se sortir de Microsoft qui était un peu en branle et de passer sur quelque chose qui est beaucoup plus rentable et qui s'appelle la santé. Bah, et puis les traitements coûtent une blinde, quoi. Les traitements à HIV, c'est jackpot, quoi. Ah ouais. Et en mais plus, ce que c'est tu à dis- vie, tu es obligé, enfin, c'est verrouillé au maximum, donc c'est extraordinaire. Et Ouais. est-ce que tes traitements ont beaucoup évolué depuis 99, la date à laquelle tu as commencé à les prendre? Alors, ils ont changé quand j'ai voulu faire ma deuxième grossesse parce que j'avais une charge virale qui avait baissé, mais qui n'était pas encore suffisamment basse pour réintégrer des aides médicales à la procréation. Bon, comme les protocoles n'avaient pas changé, j'ai encore tenté la cuisine à mamie enfin bon, bref. J'ai fait tout le parcours pour finalement me faire refuser à la fin et être obligée de le faire à l'ancienne comme il m'avait appris. Ce qui n'a pas fonctionné d'ailleurs. Mais je suis tombée enceinte naturellement parce qu'après, à ce moment-là, c'est là qu'ils ont commencé à dire aux couples sérodiscordants, bah, faites sauter les préservatifs, on verra bien ce que ça donne, quoi. Alors 2 secondes, rappelle ce que c'est dire sérodiscordant aussi pour, Ah oui, ça veut dire qu'il y en a un qui est positif et l'autre qui est négatif. D'accord, OK. Et donc à ce moment-là, comme la charge virale n'était pas suffisamment maîtrisée, ils m'ont fait rentrer dans un autre essai où il y avait une quadrithérapie avec de nouvelles molécules et avec un risque de 15 à 20 de faire une hépatite fulminante ou un syndrome de la gueule par molécule. Donc voilà, quoi. Ouais. Et depuis, ils m'ont pas trop changé. Ils m'ont enlevé une molécule parce que j'avais une insuffisance rénale, hépatique. Enfin bon, ça commençait vraiment à chauffer du côté des organes. Donc, ils m'en ont enlevé une. Ça n'a pas changé grand-chose, quoi. OK. Et pour me dire finalement qu'ils pourraient tout enlever, peut-être ça ne changerait rien, quoi. OK. Mais par défaut, on va quand même te donner un truc qui coûte les yeux de la tête, quand même. Et qui fusille un peu les organes, quand même, hein. Aussi. Un peu. Et du coup, quand tu parles d'hépatite, ça veut dire qu'en effet, c'est des inflammations du foie, qui est un organe qui est en train d'essayer de nettoyer en permanence ce que tu lui donnes. Et puis, tu es en inflammation chronique, hein. Moi, je suis en inflammation non-stop, hein. Les CRP, les CPK, c'est je fais un bilan sanguin, le cardio, il m'appelle pour me dire que je suis un infarctus, quoi. Je suis à 1000 de CPK, tu vois. Mais je dis non, vous inquiétez pas, ça fait 20 ans que je fais un infarctus, tout va bien, quoi. J'emmène un sudoku, j'arrive. Tu as quand même un corps qui résiste bien à tous ces traitements et j'ai l'impression aussi que ton mental, malgré tout, est très fort et t'a permis aussi probablement de remonter parce qu'il y a des gens à qui on annonce, en tout cas à l'époque, dans les années 90, à qui on annonce un sida, ça va tellement les effondrer d'un point de vue psychologique qu'ils se condamnent à mort eux-mêmes en acceptant le pronostic du médecin. Mon cousin, c'est exactement ça. Bon. On lui a dit qu'il avait le sida, il a rompu ses fiançailles, il a été expulsé, il est venu ici, il voulait même plus essayer de vivre. Il a dit non, Ça, c'est un aspect dont on n'a pas parlé et c'est exactement là où je voulais en venir aussi sur la fin parce qu'on a parlé du coup des personnes, on a parlé des tests, on a parlé de l'absence de médicaments, mais on n'a pas parlé tu as assez peu évoqué l'aspect psychologique qu'il y a chez les gens, notamment la volonté de vivre ou bien l'abandon total. Et du coup, dans les dernières explications, en tout cas, merci parce que là, ça fait quand même 1 heure qu'on discute. Il y a différents bouquins qui existent. Alors toi, Jérémy, tu en as lu. Moi, j'ai juste lu un ou deux, des choses qui effleurent en fait la question du sida, mais qui rentrent pas vraiment dedans. Et c'était très intéressant de t'avoir puisque il y a des choses simplistes des deux côtés, c'est-à-dire des personnes qui sont dans la théorie qui veulent la faire accepter à tout le monde et qui veulent mettre tout le monde dans des cases et qui vont probablement trop loin. Et encore une fois, j'ai parlé de spécificité, sensibilité. Moi, en tant que statisticien, ça me choque d'avoir un espèce de truc qui serait fiable à 100% et qu'on voudrait faire accepter. C'est pas comme ça que ça fonctionne, hein, les tests, pas du tout. Ça pose des questions juridiques auxquelles on n'a peut-être pas envie de répondre. Enfin, bref. Et puis, de l'autre côté, il y a des personnes qui ont décrié les aspects sida, mais dans les explications que tu nous as données, il y a des choses qui collent pas.
avec peut-être des explications trop simplistes ou trop à la hache de personnes qui disent bah voilà, il s'est rien passé pendant le sida. Il s'est passé certaines choses. Après, donc il y a des faits, et c'est hyper intéressant que tu nous rapportes les faits parce qu'il faut les remettre dans le contexte et il faut remettre dans tout ce qui s'est passé sur tous ces aspects, aussi bien d'un point de vue des mesures, du point de vue des maladies. Et le dernier aspect, c'est en effet le point de vue psychologique. C'est-à-dire, en effet, que se passe-t-il quand on a un test, quel qu'il soit, et qu'on annonce à quelqu'un tu vas mourir. Bon, déjà, tu es exclu de la société, c'est-à-dire que tu deviens un danger public. Toute personne que tu vas croiser, potentiellement, tu peux la tuer. Et puis, en plus, toi, de toute façon, il n'y a pas de traitement. Donc, tu vas en crever à plus ou moins long terme avec une dégénérescence des organes. Et même, on peut, même en allant plus loin, c'est-à-dire, est-ce qu'on disait aux gens, bah, tu vas avoir des symptômes et les signes donc, que tu dois chercher chaque jour et qui seront annonciateurs de ta mort prochaine sont les suivants. Et ça, c'est des choses qui, d'un point de vue psychologique, chez les gens, sont extrêmement connues. Je crois qu'on appelle ça la suggestion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit aux gens mettez le focus extrêmement fort sur ces signes-là, ben, les gens vont finir par les trouver. Sur la crise coco, il y a des choses qui sont intéressantes où les gens me disent voilà, il s'est forcément passé quelque chose parce que nous, on a eu des symptômes extrêmement précis, à savoir, on a perdu le goût et l'odorat. Ouais. Et la question, oui, mais est-ce que vous vous y attendiez? Oui, on cherchait tous les jours si on allait perdre le goût et l'odorat. Donc, fatalement, si vous cherchez tous les jours, à chaque fois que vous mangez un bout de pain, si vous sentez bien son goût et que vous vous dites, tiens, celui-là, il est un peu fade, c'est forcément que je suis malade, ben voilà, vous risquez d'être trouvé. Donc là, est-ce qu'on peut revenir quelques instants sur, on est dans les années 80, donc les personnes que tu as croisées, quel était leur état d'esprit? Qu'est-ce qu'on leur a annoncé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que toi, en plus, tu nous as juste parlé de ton cas particulier où toi, tu as essayé de vivre un moment et ça fait remonter en plus tes constantes et ça a changé beaucoup de choses. Absolument. Donc, toutes ces personnes-là, qu'elles ont été. Et tu as dit aussi, ça c'était, je l'ai pas relevé à ce moment-là parce que tu étais embarqué dans ton histoire qui est très intéressante, mais c'est que ton taux de je sais plus quoi avait chuté, là, ton système immunitaire a chuté après le décès de ton conjoint. Je veux dire, c'est quelque chose auquel on doit s'attendre, c'est normal. Et après, tu décides de vivre et là, ça remonte bizarrement. Enfin, je veux dire, bizarrement, oui, peut-être. Ouais, voilà. En fait, j'ai accepté la fatalité, le fait que la vie est une maladie mortelle. Bah, c'est exactement ça. Je me suis dit, bon, de toute façon, on va tous y passer, autant pas se gâcher la vie, quoi. Mais effectivement, oui, alors dans les services, c'était très frappant de voir à quel point le mental faisait la différence, quoi. Tu voyais que quand les gens décrochaient et arrêtaient de se battre, ils sombraient. À l'inverse, mon conjoint qui avait vraiment plus de système immunitaire, hein, c'était du sang de navet, il a vécu 2 ans et demi sans que les médecins comprennent pourquoi. Mais à ce moment-là, il avait envie, quoi. Bon, à la fin, il y a eu l'assassinat de son meilleur ami et derrière, il a décroché, quoi. Mais le mental est hyper important, quelle que soit la pathologie, je pense, hein. Absolument. Ouais. Et du coup, si on reprend les cas particuliers que tu connais, il y a d'abord donc ton cousin, mais du coup qui ne vit plus, c'est-à-dire qui rompt ses fiançailles, qui se laisse mourir. En gros, c'est ça, hein, un peu l'idée. Ouais, c'est ça. Il attendait, ouais. Il attendait la mort, gentiment. Qui attendait la mort et la mort a fini par venir. Il y a ton conjoint qui est censé mourir immédiatement et qui tient jusqu'à un événement dramatique. Et là, il se passe quelque chose et du coup, il commence à sombrer. Et il y a toi qui sombre initialement et qui finalement a la démarche inverse et qui te dit non mais moi finalement bon très bien ça va m'arriver, c'est la fatalité, mais autant que du coup je vive pour de vrai, et du coup tu remontes. Et donc ça veut dire que dans les trois aspects, même si on avait des choses si on a des choses qui ne collent pas forcément avec le fait qu'il s'est rien passé, on a une part mentale qui paraît, en tout cas, fantastique et excessivement importante avec la totalité de l'histoire. Mais du coup, ça pose un vrai problème sur, encore une fois, juste sur l'aspect stat. C'est-à-dire, on va dire, aucun test n'a une fiabilité totale, même à condition de pouvoir déjà la calculer, mais bref. Et donc, à partir du moment où on annonce un diagnostic de mort définitive à quelqu'un, on est déjà en train d'influencer le résultat final. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Ma mère, ça l'a tuée. Hein. Ma mère, ça l'a tuée de savoir que j'allais mourir. Elle s'est mise à boire, elle est morte. Ah oui. Ça peut tuer par ricochet. En fait, c'est et ce que tu disais par rapport à l'aspect psychologique, ça a été dénoncé par l'OMS et l'ONU-SIDA qui disaient que finalement, de tout ce qui était le plus dangereux dans l'épidémie HIV, c'était toute la stigmatisation qui était faite autour et aussi parce qu'il n'y a pas que le fait de mourir, le fait de l'annonce de sa propre mort, c'est quelque chose, bon,
franchement, on s'y fait presque même mieux que d'apprendre ensuite qu'on va vivre, parce qu'après c'est le bordel, il faut tout réorganiser, quoi. Mais Pour toi. ouais, pour moi, mais Oui. finalement, c'est un peu violent, mais le pire, c'est de se dire qu'on va tuer des gens. Mmh. Le pire, c'est ça. Et du coup, ça exclut de la société. On s'exclut soi-même de la société et les autres nous excluent. Et c'est ce qui, d'après l'OMS et l'ONU-SIDA, fait que c'est pour ça que les gens meurent le plus aujourd'hui. Alors, ils ne le disaient pas au départ, mais aujourd'hui, ils reconnaissent que la stigmatisation est le pire fléau de gestion d'une pandémie avec l'expérience de celle-ci, quoi. Mmh. Mmh. Mais ça, c'est extrêmement intéressant puisque c'est exactement ce qu'on a fait pour cette histoire, pour cette grande crise du coco, avec le fait d'annoncer à des gens qu'ils allaient mourir. Voilà, donc tout le monde s'est mis à chercher ses propres symptômes, d'annoncer à tout le monde médical qu'il n'existait pas de traitement et que ces gens-là allaient mourir, ce qui a déclenché d'ailleurs d'autres mesures, notamment le non-accompagnement des personnes âgées vers des structures de soins en disant non, de toute façon, il n'y aura pas la place pour eux, puis de toute façon, ils vont mourir. Donc leur abandon total, voire leur accompagnement avec du palliatif en lieu et place du fait juste de traiter comme d'habitude ces gens-là, quoi. Il y a eu voilà, le fait de ne pas les accueillir, que les gens se sont mis à se séparer les uns les autres, à porter des masques et à s'éviter en permanence, donc ce qui en termes aussi de fonctionnement de la société a été terrible. Mais donc de ce que tu rapportes, de ce qui est connu de la part des autorités sanitaires, tout le monde sait que c'est une catastrophe sur tous les plans, d'un point de vue social, d'un point de vue du soin, d'un point de vue de la conscience des gens, d'un point de vue des accès psychologiques et tout. Enfin, il n'y a rien qui va, quoi. Et donc, en tout cas, c'est intéressant que tu nous dises qu'ils le savent, ce qu'ils sont en train de faire. Oui, ils ont fait des rapports alors c'était 2015 justement, je pense, parce qu'ils s'étaient donné 15 ans pour enrayer ça et faire qu'il n'y ait plus justement d'épidémie SIDA. Et en luttant vraiment principalement sur la stigmatisation, la discrimination qui est pour eux la cause de tous les maux, ce en quoi je les contredis pas. Mais là où ça m'a scié, c'est quand j'ai vu qu'ils géraient la pandémie, enfin l'épidémie coco à l'inverse, quoi. Enfin, pour moi, c'est même pas une pandémie d'ailleurs, parce qu'une pandémie, c'est un taux de létalité. Mais bon, en fait, ce truc à l'inverse, quoi. Je dis pourtant, ils le savent. Là où ça m'a vraiment énervé, c'est que Delfrécy, Fauci, Lévy et tout ce qui se termine en i, ils le savaient depuis 20 ans, quoi, qu'ils étaient en train de faire le contraire de ce qu'il fallait faire. Ils avaient l'expérience, ils avaient tous les rapports. Même tu parlais des masques, il y a eu 14 méta-analyses, 3 rapports de l'OMS qui disaient qu'en population générale, c'était n'importe quoi. Je dirais au contraire, on a eu la même chose avec un rapport du Sénat qui disait tout ce qui avait été mal fait pendant H1N1. Ils ont utilisé les recettes qui marchent justement pour créer l'illusion parfaite de la PNDEMIE et puis que ça se produise un peu comme ils le prédisent. Enfin, après, grâce à des calculs, à des trafics dans tous les sens, bien sûr, c'est pas la réalité. Mais en tout cas, les gens ont pu avoir cette illusion-là et ça a marché de cette façon-là, avec les mêmes recettes. J'ai une dernière toute petite question sur la totalité de ton parcours. J'ai oublié de la poser tout à l'heure. Ça concerne le moment où tu es diagnostiquée positive. Et donc, en fait, tu mets en avant le fait que tu as eu un symptôme clinique et notamment voilà, ce qu'on peut appeler une verrue, je suppose, ou en tout cas un bouton. Il se trouve juste si tu tapes sur Internet, ce genre de choses arrivent notamment avec l'usage de préservatifs où tu peux avoir des réactions de la peau. Et du coup, est-ce que c'était vraiment très spécifique? Est-ce que quelqu'un a pu envisager à l'époque que ça pouvait être une réaction inflammatoire de la peau à l'usage notamment du latex, surtout que bon, je ne sais pas si aujourd'hui les technos aussi ont un peu changé par rapport à avant. Il y a peut-être des progrès qui ont été faits sur la tolérance des gens avec ces substances-là. Mais du coup, est-ce que à ce moment-là, dans la spirale où tu sais que ton conjoint est HIV, vous voyez des boutons qui vous apparaissent sur les organes génitaux alors que vous utilisez notamment des protections, mais qui sont des protections, mais qui ont aussi des effets indésirables qui peuvent être de l'intolérance de la peau. Et du coup, derrière, tout de suite se met en place un mécanisme psychologique où tout le monde pense que c'est ça qui est en train de vous arriver. Ouais, mais alors à aucun moment, tu vois, là, je me dis: «Ah ouais, tiens, pourquoi pas?» Mais non, direct, c'était de l'herpès, quoi. Il n'y a pas eu d'autres diagnostics et ils se sont dit: «Bah, il y a de l'herpès, donc il y a des saignements, donc il y a un risque, donc on fait un prélèvement», quoi, tu vois? Alors là, l'intolérance, ouais, c'est vrai qu'en plus, au fil des années, je commençais à plus pouvoir le piffrer, le latex, hein.
J'ai vécu quasiment toute ma vie d'adulte sous plastique, quoi. Pour redécouvrir finalement, il y a peu de temps que, enfin, là, ça servait à rien d'après leurs propres données à partir du moment où la charge virale était indétectable, ce qui est mon cas depuis 17 ans. Que les préservatifs, même bien portés, n'étaient pas efficaces à 100%. Enfin bon, bref, tu tombes de haut, quoi. Tu te dis, le gars, il passe un temps fou à t'apprendre un truc pour 7 ans plus tard t'apprendre le contraire et 8 ans plus tard t'apprendre autre chose. Et il se démonte pas. Il le fait avec le même aplomb, quoi. Moi, j'ai fait des psychothérapies. Il y a des fois, je suis devenue dingue. Je me suis dit, attends, mais il me dit exactement le contraire. Tu vois, surtout, tu sais plus en quoi croire. C'est ça le truc terrible. C'est pour ça que j'étais pas du tout réticente à l'idée de parler avec vous, même si moi, tout ce qu'on m'a appris, c'est pas les mêmes mots, c'est pas la même logique. Je vous dis simplement ce qu'on m'a appris, il n'y a pas de jugement de valeur. Dans 10 ans, si on me dit que tout ce qu'on m'a appris, c'est pourri, il faut apprendre autre chose, ok, j'apprends autre chose. De toute façon, je fais que ça depuis le départ. Donc, Oui, donc de toute façon, en tout cas, entre la théorie que tu as commencé à apprendre initialement et puis à évoluer au fur et à mesure, voire même certaines choses, on t'a dit l'inverse au fur et à mesure. Donc finalement, j'ai envie de te dire, il faut peut-être la conclusion de tout ça, c'est-à-dire que en théorie, la science, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des hypothèses de départ pour expliquer il y a plutôt des théories qui se mettent en place pour expliquer un phénomène nouveau. Donc, on pose des hypothèses en disant, voilà, sous ce cadre d'hypothèse, c'est censé faire ça. Et au fur et à mesure que remontent des résultats, les hypothèses tombent. Et du coup, on est obligé d'en faire des nouvelles. Mais donc, tout ce que tu as vécu, c'était en permanence ça, c'est-à-dire des théories qui arrivaient au fur et à mesure, et puis des résultats qui tombaient, où toi, ton histoire ou celle d'autres venait infirmer totalement ce qui avait été raconté initialement, et du coup, on est en permanence en train d'évoluer et d'avancer vers autre chose. Et donc, finalement, la science, c'est ça. Donc, poser des questions de toute façon, se rendre compte des choses qui ne vont pas, c'est la seule manière d'avancer. Oui, moi, c'est terrible avec l'article 4, là. L'article 4, ça va être terrible. Parce que justement, on n'aura plus le droit de remettre en question. Ouais. Oui, tout à fait. Et là, tu vois, mais même on a eu l'exemple avec les traitements donnés aux nouveau-nés de mères séropositives. Tu vois, dans mon histoire, à la 2e et à la 3e, on savait que ça servait à rien, que ça allait les rendre malades pour pouvoir les mettre en danger de mort, quoi. Mais non, le protocole, c'est le protocole, on ne change pas. Il n'y a aucun bénéfice, il n'y a que des risques, on continue. Moi, je modérerais quand même ton propos, Pierre, par rapport à l'évolution de la science, parce que clairement, ils ont traficoté leur théorie pour que ça donne une illusion de tenir la route, mais sans revenir aux fondamentaux, parce que ça ferait tout s'effondrer. Donc, il est hors de question de faire tout s'effondrer. Il y a une grosse industrie qui est derrière. Donc, ils maintiennent en place les traitements, même inefficaces, même dangereux, même tout ce que tu veux, mais ça reste en place. Il y a toute une... je veux dire, ça rapporte quand même énormément d'argent. Il est hors de question de faire de la vraie science. Pour moi, c'est pas vraiment... ce qui s'est passé, c'est pas vraiment une évolution scientifique de la chose. Mais il y a deux aspects. Il y a les aspects que Loris a, parce qu'en fait, de par les études qu'elle a reprises, et puis ayant fait partie des essais, elle a accès à des niveaux de connaissances d'un certain niveau de gens qui sont capables d'infirmer des choses et de discuter entre eux, et il y a l'aspect grand public. Là, c'est deux choses différentes. C'est vrai, du coup, sur l'aspect scientifique, on sait que de toute façon, les théories tombent et qu'elles évoluent de toute façon, et les gens discutent. En revanche, c'est un deuxième aspect de dire qu'est-ce qu'on dit au grand public. Et au grand public, qu'est-ce qu'on fait? On annonce avec un aplomb terrible des choses qu'on sait parfaitement qui sont devenues fausses ou qui vont le devenir, mais de façon à apparaître comme étant des sachants, on va dire, parfaitement intemporels. Ça c'est autre chose. Tu parles des aspects financiers, les aspects politiques aussi. Hein. Il y a le fait de promouvoir, on va dire, de dire qu'on s'occupe des gens avec leurs propres impôts, mais en disant que c'est gratuit alors qu'ils le payent avec leurs impôts, et de dire qu'on va les soigner tout le temps. Il y a un aspect politique extrêmement fort, paternaliste, de façon à passer pour un grand sauveur. Donc voilà, il y a l'aspect financier, l'aspect politique, l'aspect de pouvoir, mais ça je suis d'accord avec ça. Voilà, mais juste pour rappeler qu'en tout cas, des discussions scientifiques avec des gens, on retrouve les documents dans lesquels les gens se sont contredits, voire même se donnent des informations différentes. Tout ça, ça existe et ça s'appelle la science. Même si au niveau du public, on va toujours dire que voilà, l'histoire est maîtrisée depuis le début, qu'on n'a jamais fait d'erreur et que voilà, on a été parfait. Mais voilà, je pense, ces deux aspects distincts. Ok, ouais, très bien. En tout cas, merci à vous deux, à toi, Loris, pour le partage de ton parcours incroyable depuis une trentaine d'années dans toute cette sphère SIDA et tout ce que ça implique derrière.
tout ce que ça a eu comme implication aussi pour ton entourage. Hein, c'est parfois pas facile. Et merci à toi, Pierre, d'être venu aussi avec ton regard de statisticien qui observe avec beaucoup de recul les choses pour qu'on réussisse justement à pas rester englué dans un discours et qu'on essaie de prendre la hauteur. Et je pense que ce genre de discussion qu'on a là, c'est hyper intéressant parce que on est là pour apprendre les uns et les autres et pour cheminer, je l'espère, vers de plus en plus vers la vérité et qui n'est pas celle qui est racontée, en tout cas depuis le début, dans les grands médias. Donc, c'est à reproduire ce genre de discussion. Merci beaucoup à tous les deux. Avec Merci quelqu'un qui est beaucoup. extrêmement rare qu'on appelle un témoin. C'est voilà. ça. Et du C'est coup, Pas mort, un témoin pas mort. pas mort. témoin pas mort. PVVIH, hein, il y a le V, hein. Bien vivante. Et ton histoire est vraiment, vraiment extraordinaire. Merci beaucoup, Loris. Et Merci. bravo aussi pour le combat que tu mènes depuis longtemps et que tu continues aujourd'hui. Voilà. Ouais. Et, bon, je ne sais pas si Delfrécy reviendra vers nous, mais bon, voilà. Je l'ai invité, hein, mais tu m'as- j'ai pas de ok. réponse. T'as pas de réponse. Bon. Non. Bon, tu nous tiendras au courant s'il te répond à l'occasion. Ok. Ah bah là, oui, je sors les cotillons. Hein. Ok. Merci à tous les deux, puis à bientôt pour peut-être d'autres discussions sur ce sujet ou d'autres. On a plein de sujets de toute façon avec Pierre. Voilà, faut pas s'inquiéter. Merci beaucoup de Allez. votre invitation. Merci, beaucoup, Doris. Merci, Jérémy. Bye. Au revoir. À tous. À bientôt.